Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir un homme au grand cœur, un militant, une mémoire de la ville de Nanterre, Monsieur Nordine Iznasni. Nordine, Joe, merci pour la présentation. merci déjà d'avoir Merci accepté beaucoup. l'invitation. Ben, on en avait parlé il y a déjà quelques temps. Exact. Et comme je vous avais dit, quand on trouvera le moment, ben, on le fait. Ouais. J'ai eu un rappel de mon ami Madj Madj, Benaouj qui m'a dit alors, t'as revu c'est Je vrai. dis ouais, ben, j'attends. Donc voilà, Ouais, on le fait comme quand on avait discuté. c'est exactement. Voilà. Bah, déjà, on te remercie au nom du podcast des anciens. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir aussi que des gens ils pensent à cette mémoire, à la Mhm. mémoire des gens qui étaient là. Exactement. Je sais que je suis une partie de cette mémoire Mhm. avec d'autres. Souvent la mémoire elle est collective, donc de raconter un peu ce qu'on a vécu, Mhm. les parcours qu'on a eus. Ben, ça me fait plaisir de partager cette mémoire. Mhm. Bah écoute, vu que tu es une figure de Nanterre, moi je te propose de classer par décennie. Les années Waouh, 60, 70, 80, 90, et après on verra la suite. les années, C'est très marquant toutes ces d'accord, époques-là. les années 60, c'est l'enfance. Alors déjà voilà, où est-ce que tu es né? Comment? Je Dans suis quelle né, ville? je suis né à l'hôpital de Nanterre, Max Forestier. Max Forestier, à la maternité. Euh, je suis né le 11 septembre 1962. Najibli d'une Swahliya. Voilà. Je suis originaire du côté de mon père de Jbala, du côté de ma mère de Swahliya. C'est d'un côté de quelle ville en Algérie? Quelle ville Euh, connue? bah, la ville connue, on n'est pas très loin de Tlemcen. Tlemcen, donc c'est Mais l'ouest. bon, Ouais. on est vraiment à la frontière aussi à Marnia. Et puis, du côté de Jbala et puis de Swahliya, c'est vraiment. On n'est pas très très loin de Du la frontière. Maroc. D'ailleurs, Hmm. quand on fait la route entre Marnia et pour aller à Marsal Ben Mehdi. Je Ouais. parle de lui parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu que Rima Hassan a prononcé Son nom. son nom. Ouais. Donc, ouais, originaire de la montagne. Et ma mère, elle est originaire de Swahlia, quoi. Ils sont nés là-bas. Mon père en 1935, le 18 mars 1935, ma mère le 4 avril 1936. D'accord. Et ils sont venus à quel âge, comme dans quelles Bah, circonstances? mon père, il est venu là, je pense comme d'autres à un moment parce que c'était tendu le long des frontières. Je, je peux en parler maintenant, mais il faisait partie de groupes qui faisaient le renseignement le long de la frontière. On va pour l'Algérie, ouais. Pas Bah, pour l'ALN. c'était ouais, pour la LN parce qu'ils étaient. Mon père lit l'arabe, écrit l'arabe, écrivait l'arabe, euh, comme ses compagnons avec qui il était. Et il y a eu des opérations qui ont fait que il me racontait à Ejbala, on prend la route pour aller à Ejbala. Une fois, je suis rentré il y a quelques années là, avec lui de Ejbala. Et on est arrivé à un moment, en allant vers Marnia, et c'était bien avant. Dbab. Vous savez ce que c'est, Dbab? Dbab, Dbab, le le brouillard. brouillard. Mais le Ouais, brouillard épais, ouais, où tu ne vois pas. ouais. Il m'a raconté une anecdote, et je pense que c'est une anecdote que j'ai même entendue à la télé, dans les trucs historiques. T'as des soldats qui se sont retrouvés, des soldats français qui se sont retrouvés dans cette zone-là. Ben, Ont disparu. c'est pas ça, c'est que les soldats de la LN étaient aussi là. Ils les D'accord. attendaient. Ouais, sauf Ils qu'ils leur, ils connaissent leur le ont fait un, terrain. ils leur ont fait un guet-apens. Hmm. Et alors après, il y a eu la réaction de l'armée, donc ils ont envoyé l'aviation, tout ça pour bombarder, ils bombardaient. Ouais. Donc après, pour sécuriser certains militants, rien de tel que de les envoyer dans le pays. D'accord. Ouais, c'était assez hallucinant quand même. Donc il est arrivé en tant que Il est arrivé, prisonnier ou non, il était non, il libre? est arrivé, ils se sont esquivés avec, je pense, avec les autres qui étaient, à mon avis,
qui avait dû être signalé à l'armée française. D'accord. Il y avait des gens qui parlaient aussi, quoi. Ah, bien sûr. Surtout qu'il y avait eu pas mal de morts à ce moment-là, dans l'opération, l'opération qu'ils avaient faite. Donc il est arrivé une première fois, je crois que c'est en 55, et une deuxième fois en 58, et je pense que c'est la deuxième fois où ma mère On a suivi. ouais, est D'accord. arrivée. Mes deux sœurs, j'ai une sœur qui est née en 56 et l'autre en 58, elles sont arrivées avec eux. C'est D'accord. les deux qui sont nés au pays. Qui sont nés au pays. Qui sont Ouais. nés au pays. Qui sont nés je sais pas, là où Swahlia, je pense, Ouais. dans le secteur là-bas. Et quand il est arrivé où? Il est arrivé à direct. Nanterre, Directement. pour pas être dépaysé. Ouais. Que Nanterre, t'es 100% Nanterre. Nanterre, c'est l'histoire aussi du peuple algérien, quoi. Ouais. Beaucoup de gens se sont retrouvés au bidonville de Nanterre. Il y avait une forte communauté algérienne, et pour être un peu plus large, communauté maghrébine. J'avais aussi des frères marocains qui étaient là aussi, qui eux-mêmes ont subi des trucs, alors que... Ouais. Bon. Et de mémoire, je me rappelle, c'est que il me racontait qu'il y avait souvent des descentes de policiers, tout ça, au bidonville. Et eux, bon, à ce moment-là, il a essayé de travailler. Il me racontait qu'il travaillait, ça lui arrivait de travailler 2 fois dans la journée. Ah ouais, 2 boulots. Ouais, d'accord. Il y avait des boulots aussi à la tâche. Ok. Tu vois, tu avais des trucs à déplacer ou des machins comme ça, où il travaillait, tu vois. Parce que non seulement il avait sa famille ici, parce qu'on oublie que nos parents, c'est que les parents, ils avaient 2 familles. Ouais, une au bled et une sur place. Ouais. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient fait comme nos parents. Bon, beaucoup d'immigrés c'est-à-dire arriver à subvenir aux besoins de 2 familles. De 2 familles. Donc, ils sont beaucoup privés. Voilà. Et le père se retrouvait au bidonville à Nanterre. D'abord, il était vers le parc de Nanterre. Je sais pas si vous voyez le parc où André Malraux. Ouais. Pas très loin de la préfecture. Et après, ils ont bougé. Ils ont squatté avec Monsieur Henny. Tu veux, à l'époque, tu avais l'EHPAD qui avait commencé à vider des endroits. Et eux, il y avait une espèce de rez-de-chaussée où tu avais, quand tu rentres, tu as une pièce et tu avais une deuxième pièce. Mon père, il a squatté la partie de gauche. Ouais. Et Monsieur Henny, d'accord. Et il a squatté l'autre partie. Ils avaient ils avaient les enfants en bas âge, donc ils ne pouvaient pas se permettre de rester. Et on a vécu là. Nous, on est arrivés. Moi, je suis né en 62. Ma soeur Hafeda, elle est née en 61. Donc, je sais qu'elle est née ici. Donc, mais ma soeur Fatima et Ammara, ils sont nés au pays. Ouais. Voilà. Donc, nous, on a vécu comme d'autres enfants à l'époque. Hein. Le bidonville, c'était le bidonville, quoi. C'était comment pour toi, tes premières années? Les premières années, c'est des trucs d'enfants, ouais. Tu t'amuses, tu oui, sentais pas y a pas de... Tu sens... Ben oui, faut... Objectivement, je veux pas bluffer à me dire j'avais... Politique, c'est arrivé beaucoup plus tard. Mais voilà, je savais que... Bon, moi, là où j'habitais, j'en voyais d'autres qui habitaient presque dans les mêmes conditions que moi. Donc, c'était pas... Je me posais pas ces questions-là. Ils étaient tous pareils. Ben ouais, on était tous pareils. Même, on va dire, les Français des couches très populaires, ils habitaient aussi dans des bidonvilles. Là. D'accord. Tu avais un peu de famille portugaise, un peu de famille espagnole, mais la grande majorité, c'était algérien, et après, gens du Maroc, d'Algérie, tu vois, qui habitaient... tu vois, tout le long de la Seine, hein, jusqu'au pont d'Argenteuil, hein, tu avais des bidonvilles. Hein. C'était parmi un des plus grands, je te raconte ça par mémoire. Hein. Mais voilà, quand tu es enfant, j'allais pas jusqu'à là-bas. Ouais, tu restais dans le coin. Nous, on était en sécurité là où on était. Ouais, parce que vous étiez tous ensemble, vous connaissiez. Tout à fait, on marchait. Je me rappelle, on jouait au foot.
Bon, quand on avait mais c'est des trucs, on allait ramasser des pommes, on allait ramasser des prunes. Quand je vous dis ça, vous pourriez me dire machin, mais c'était la campagne en Ouais, vrai c'est avant. ça. Il suffit de C'était traverser, des terrains, des champs. ouais voilà, il Mm. suffit de traverser le pont en allant de Nanterre Université vers Houille. Et quand tu dépasses pour aller vers Montesson, tu vois que c'est la campagne, quoi, c'est des champs. Mm. Ben, Nanterre, c'était pareil à une époque. Hein, Ah, c'était c'était nous, on avait nos cachettes prunes, nos cachettes fraises. Et quand la saison elle arrivait, on allait manger des fraises. Ça arrivait après avec les voisins qu'on finissait par connaître quand on était enfant. Je me rappelle d'une dame qui habitait dans notre rue, une Gauloise, qui était très cool, très gentille avec nous. Elle disait, mais si vous voulez des prunes, vous pouvez rentrer, mais faut pas me casser les branches. Et avec le temps, on est devenu, voilà, comme c'est presque comme La ses famille, enfants, tu vois, ouais. humainement parlant, elle a vu qu'on était des enfants. Elle nous a pas vus comme c'est Des ça aussi le monstres. regard, Ouais, tu c'est vois, vrai. t'avais des gens. T'avais peut-être des gens qui avaient des a priori contre nous. T'as aussi des gens de la communauté immigrée italienne. Je me rappelle les gens que Monsieur Fernand, lui, on aimait bien aller le voir parce qu'il avait des aimants. Des Et aimants. ouais, ben Ouais. ça nous impressionnait de voir Ouais. un truc, ça ramassait. Ouais, tout ça. Et, c'est des trucs d'enfants, tu Ouais. vois. On a grandi avec, comme ça. Après, bon, moi j'ai été à l'école Voltaire, comme d'autres. On s'est retrouvés à l'école Voltaire. T'en as qui se sont retrouvés à Anatole France. C'était pas Euh, très loin. non, c'était pas très loin. Ouais. Voltaire jusqu'en CM1. CM1, CM2. Après, j'ai été au collège d'enseignement technique. J'ai beaucoup. C'était une mode à un moment, les enfants d'immigrés, on les mettait beaucoup dans les matières style collège d'enseignement technique ou LEP, lycée d'enseignement technique. Mm. On va dire, on devait faire mécanique générale ou métallier L'usine un peu. ouais, Ouais. voilà, prédestinés à devenir des futurs des gens qui allaient travailler en usine ou Ouais. et en réalité même ça on n'a pas pu correctement. Le fait. Ouais, même ça, Ouais. c'est-à-dire que même si par exemple on a été en lycée d'enseignement professionnel, les sœurs c'était pareil, les frangines, soit sténo, soit coiffure. Mm. Tu vois, il n'y avait pas des trucs, ils disent tu vas faire pilote d'avion, ou Grandes études. avocat, ou Mm. médecin. Il a fallu que les générations elles évoluent pour dire attends, mon enfant tu le mets pas dans une filière professionnelle, c'est pas prévu comme ça. Mm. Il a fallu avoir des parents ou des grandes sœurs ou des grands frères C'est ça qui défendent. qui Mm. soient vigilants au niveau de l'enseignement. C'est ce qu'on fait nous, hein, nos enfants minimum. Je pense sur les nouvelles générations, tous ils ont le bac, Mm. sans se raconter l'histoire, Ouais, ouais. parce que on leur a aussi donné Et l'envie de, l'expérience aussi, ouais, c'est voilà, ça. donner, pas, au travers de notre expérience, leur donner l'envie de réussir à l'école de Ouais, manière à pouvoir faire ce qu'ils ont envie, c'est quoi, ça, exact. professionnellement, Mm. pour avoir cette liberté de choix. Mais nous, on nous a massacrés, hein. Nous, je dis on a été une génération sacrifiée, mais on a vécu une vie de gamin un peu comme tout le monde, hein. Il faut savoir, tu avais le grand pré, le petit pré. À la papeterie de Nanterre, tu avais un terrain de foot. La papeterie, c'était assez marrant, pas forcément, mais bon. Ils stockaient des rondins de bois. C'est par, et Ouais, nous, c'était un endroit où on aimait aller jouer. ouais. Tu vois, de toute façon, les gamins, c'est simple. Tu as des endroits comme ça, on se retrouvait T'es un à peu aller caché, ouais. jouer, Ouais. voilà. Et je me rappelle que il y avait l'ASPTT qui jouait au foot là-bas, sur ce terrain-là, à côté de la papeterie de Nanterre. Là où il y a l'arboretum aujourd'hui, D'accord. qui sert à rien, mais bon, ils ont fait un truc, ça a coûté beaucoup d'argent, mais bon, bon, c'était à côté de l'arboretum, c'était à côté de la papeterie, voilà, on a vécu un peu comme tout le monde, hein. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas les bidonvilles, si tu peux décrire un peu un bidonville type et comment c'était un peu la vie quotidienne. La vie quotidienne, les gens,
les mères, elles faisaient un maximum pour que ce soit propre, qu'on vive dans des conditions. Ça, après, il y avait souvent, c'était des tôles qui étaient utilisées. Euh, Comment on appelle ça avec de l'amiante, là, les trucs gris, là, qu'on voit Ouais, les ouais, toits ouais. machin, mais Ondulé, là. voilà, Ouais, mais ouais. pas en fer, Ouais. en espèce de plate. Mais c'est de l'amiante qu'il y avait dedans, tout ça. Mais nous, on savait pas, tu vois. Ouais. Donc, les parents, souvent, ils utilisaient ce qu'il y avait, quoi. En fait, chacun, il construisait son Ouais, bidonville, c'est puis ça? les gens, ils essayaient de se faire une dalle en béton au sol pour pouvoir Parce que que c'était de ce la boue. soit, ouais, voilà, Ouais. bah oui, c'était de la boue, c'est simple. Quand tu marchais, les gens, ils évacuaient de mémoire, ils évacuaient l'eau loin de chez eux. Il n'y avait pas de truc d'évacuation. Hmm. Tu vois, c'était. Je me rappelle que à la maison, il y avait une pièce, elle servait à tout presque. On avait des toilettes, mais qui étaient à l'extérieur. Tu vois. C'est des toilettes pour tout le monde. Les gens, il y avait des endroits où ils étaient toilettes, mais quand on était au 32 avenue Hochenou, les toilettes, c'était à nous. Après, s'il y a des gens, machin, D'accord. c'était. Mais bon, pour vous donner une image, quand t'es des gamins, tu sors dehors pour aller aux toilettes, t'es en panique. Ouais, ça, il n'y a pas de lumière. T'es pas à la maison, c'était. Mais bon, Ça n'a pas d'eau chaude. L'hiver, il fait très on faisait, froid. ouais, voilà, il y avait tout ça. Je disais, dans la maison, tu regardais les murs, il pleurait en hiver. Ça sentait. Hmm. Tu sentais l'humidité, le froid. Je me rappelle, on avait un clic-clac. Tu vois, la pièce qui servait à manger, elle servait aussi de salle Pour de dormir. bain, Ouais. pour dormir, pour manger. Tu vois, les parents, ils avaient leur chambre, Ouais. avec les plus petits d'entre nous. Tu vois. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est. Nous, on avait un hassé, on avait un puits. Ouais. Ce qui fait que, je sais pas, c'est le père, il est trop, il est là, à son âme. Ouais. Et comme il connaissait tout ça, on avait un hassé. Des fois, quand il y avait des problèmes d'eau pour les gens, ils venaient à la maison. Tu vois, D'accord. et on faisait. Et c'est vrai, quand tu parles en hiver, Mhm. il fallait qu'on ramasse de la glace, qu'on la mette sur le feu pour la chiner et la remettre dans la pompe. Pour que, Ouais. parce que ça gelait la nuit. D'accord. Donc, on dégelait pour réamorcer. Ouais. Tu sais, tu fais ça, puis ça faisait en espèce de ventouse. Mais l'eau, elle était terrible. Ouais, Elle t'es était glacé. super, elle était super bonne, l'eau. Ah ouais. Voilà, elle était super bonne. J'étais vraiment, après, c'est comme, bon, je vais dire, moi, j'avais à côté de chez moi, il y avait la famille Benbekti, la famille arabe, la famille Eni, la famille Bouchernier, la famille Potasso, euh, et aussi des amis portugais, À qui cette étaient, époque-là, c'était tous ensemble. ouais, Tu sentais pas le... on a grandi ensemble, on était, voilà. Les bêtises, on les faisait ensemble, mais bon, des petites bêtises. Ouais. c'était des petites bêtises Ouais. de, de chenapan, comme ils diraient quand ils aiment bien les gens. Ouais, je sais Parce pas. que C'est mignon. j'ai j'ai des anecdotes comme ça, mais je les dirai tout à l'heure. Les gens, quand ils parlent de certains, ils disent c'est des chenapans, et pour d'autres, c'est des voyous. Bon. Ça, jusque dans les années 70, après, c'est la préadolescence. Tu commences à avoir un peu, bon, tout en sachant que pendant toutes ces périodes-là, on faisait la fête de l'Aïd, il y avait la période du Ramadan, l'Aïd à la cité, ou même dans ville, ça ramenait les moutons, ça les égorgeait, et puis on faisait l'Aïd, quoi. Nous, on a connu l'Aïd, quoi. Le vrai, quoi. Ah oui, le vrai, le très vrai même, le Ouais. méga vrai. Comme si t'étais au milieu. Ah ouais, alors là, je te dis la vérité. Ouais. On avait même des gens qui avaient bougé de Nanterre, qui revenaient à la cité pour Ah ouais, pour pouvoir fêter. égorger. Ouais, pour fêter. Pouvoir égorger, surtout. Ah oui. Parce que t'avais pas le droit. Ouais. T'avais pas le droit jusque dans les années, allez, 77, début des années 80. C'est là ils ont commencé à se dire, ah mais quand même, il y a beaucoup d'argent là-dedans. Hein. On va leur mettre des taxes. Et ils ont commencé à gratter sur les moutons que les gens ils achetaient. D'accord. Bah oui, Okay. t'as une espèce de taxe, je sais pas comment ils appellent ça. C'est que nous, on allait vers Maison Lafitte, qui avait une ferme. Hein, je pense que les fermiers français qui avaient des moutons, ils étaient heureux qu'il y ait des immigrés.
Ah, c'est Là, sûr. maintenant, ça doit leur porter préjudice, le fait qu'ils puissent plus vendre Ouais, leurs moutons, leurs moutons avec la possibilité qu'ils soient égorgés. c'est vrai. Parce que tu avais toute une propagande à l'époque où ils disaient, oui, ils égorgent les moutons dans la salle de bain. Dans la baignoire. Mais bien sûr, on n'avait Mm. pas de baignoire. La baignoire, je veux dire, on l'a vu. Non, la première baignoire qu'on a vue, c'est peut-être 75, 60. Les premiers Ouais. H&M. Non, c'est à la Ouais. Cité Blanche. Mais c'était un sabot. Tu vois, nous, enfants, ça va. Mais des adultes, là-dedans, ils peuvent Ouais, ils pas. peuvent pas. Nous, on était enfants, ça allait. Ah, donc, avec les copains, on avait des petites équipes, on se baladait, on restait le long de la Seine. Si je vous dis que ça nous est arrivé de se baigner dans les années 70 dans la Seine, ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais ça nous est arrivé, quoi. Mm. Et ça nous est arrivé aussi d'aller à Saint-Cucufa, Ouais. ramener des châtaignes, des mirabelles, c'est des trucs de gamins, tu vois. Hein. Mais tout ça, ça a disparu. Il n'y a plus ces trucs-là. Les gamins, à part. C'est notre époque, ouais. Et c'est une sûr. autre époque. Ouais. Et bon. Ça, c'est jusque dans les années 70. Et c'est là les débuts des constructions de HLM et tout, Tout c'est à ça? fait. C'est début. Oui, nous, la cité, je pense, si je dis pas de bêtises, jusque dans les. Je pense début des années 70, elle a été construite la cité blanche. Mais à Nanterre, il y avait des espèces de préfabriqués, par exemple comme au Pâquerette, comme à Nanterre ou comme à Gennevilliers, au 51. Des espèces de cités, un peu comme les préfabriqués qu'on trouvait dans les cours d'école. Ouais. Je sais pas si vous avez avec des plaques d'amiante dessus, tout ça. Ça a commencé Ça, par c'est ça. les premières cités transit. D'accord. C'est ce qu'on appelle Voilà. cité transit. En attendant que tu apprennes à te servir d'un robinet ou d'une prise électrique, bah ouais, il faut t'adapter. Ouais. C'était un peu ça la mentalité qu'ils avaient à l'époque. Donc il y avait des règles qui régissaient les cités transit. Pour en revenir un peu nous, le gardien de la vieille cité, c'était un pied noir. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'à l'entrée de la vieille cité ou à l'entrée de la cité, tu avais une espèce de tasse en bois. Tu peux pas rentrer un camion sans demander au gardien que D'accord. tu rentres un camion. Ouais. Tu vois, un camion bloqué, simple, un quoi. J9, Ouais, un truc ouais. comme ça. Non, il fallait lui demander qu'il te donne l'autorisation, tout ça. Donc, c'était assez particulier. Hein. Donc, nous, à la Cité, c'est pareil. On avait à la Cité Blanche, où on a déménagé, je sais pas, 75, 60, même avant, je dis des connes. Peut-être 74. Voilà, on a déménagé à la Cité Blanche. Après, j'ai commencé à discuter. Il y avait un copain, il avait mis entre le passage de la Cité Blanche à la Cité Vieille. Mais bon, je sais pas comment. Je vais pas dire le mot qu'il a utilisé. On vit à Hana Aishin. Je vais pas, voilà, ça, il a, bon, Pas un gros mot. dans des mauvaises conditions. Ouais. Pour pas dire ce qu'il a dit, parce que bon. Comme des animaux, peut-être. Ouais, voilà, non, allez, bon, Hana Aishin fil akhra. Ah On vit oui. dans la merde. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'il y avait écrit sur le mur de la cité. Ils avaient, tu vois, c'était pour dire qu'ils respectaient pas nos parents. Parce que les trois quarts de nos parents, ils travaillaient dans le bâtiment, ils travaillaient dans le ramassage des ordures. Et eux, ils avaient des demandes de logement. Il faut savoir qu'à la ville de Nanterre, jusque dans début des années 80, il a fallu batailler pour que les familles des cités transit puissent accéder à un logement. D'accord. Alors, juste pour que les gens comprennent, c'est quoi la différence entre les bidonvilles et la cité transit? À la cité transit, ça ressemblait vraiment à des maisons. Ok. C'est une amélioration un peu. Mais oui, parce que là, tu as des pièces. Ok. Ça veut pas dire que c'était hyper isolé, ça veut pas dire tout ça, mais bon. Tu as des toilettes, tu as une cuisine. Et la Cité Blanche, quand tu marches, tes voisins en bas, ils t'entendaient. Hein. Ouais, j'imagine. Est-ce que vous avez déjà vu une photo de la Cité Blanche?
J'ai cru en voir une. Là, ce dont tu me parles avec le tag, là, je crois que je l'ai vu, ça. Tu l'as vu ça? Ouais, ouais. Tu l'as lu même? Ouais. T'as dit Congra? Oui. Eh C'est ben, juste, en fait, c'est du contreplaqué, on va ouais, dire. c'est Donc, une espèce t'entends, de, comme du liège. hmm, Mais c'est un truc, en vrai, quand tu regardes bien, sur les plaques qu'il avait posées qui étaient fines, qui ressemblaient à du plâtre, il y avait de la fibre de verre. ok. Ce qui fait que quand ça brûle, ce truc-là, c'était assez C'est très hallucinant. dangereux, ouais. C'était très dangereux, tu Hmm. vois. Nous, la différence, c'est, ouais, t'avais un radiateur, t'avais. Mais bon, je me rappelle, 86, il y avait eu un hiver tellement puissant, tellement, il a fait tellement froid que ça a explosé la chaudière. Ah ouais, Ce qui fait d'accord. qu'on s'est retrouvé sans chauffage. Il a fallu qu'ils installent à l'extérieur des tuyauteries Ouais. pour Pour rétablir. réchauffer. C'est-à-dire que nous, même dehors, on payait le chauffage. Je D'accord. vous explique, au moment de la mort de. Parce qu'on est. J'ai sauté ça, mais on est en 82. En 82, je vais en Algérie parce que j'ai fait mon recensement À l'armée militaire. au consulat d'Algérie à Nanterre, rue du 8 mai 45, pour rappeler un peu la mémoire de ceux qui se Le sont fait pavillon. massacrer Ouais, le 8 mai 45. en Algérie, à Guelmast et Fekerata. Je voudrais dire aux gens en Algérie et ailleurs, on a aussi cette mémoire-là. Je ne pense pas qu'on n'est pas au courant. On est au courant, on a cette mémoire-là. Et donc, en tant que fils d'Algérien, c'est une histoire qu'on a connue. Eh bien, moi, j'étais en Algérie, j'ai été exempté. Et, en revenant d'Algérie avec mon ami Jamel Kenzi, qui était mon voisin, le, 10, le, le 23 ou le 24 octobre. En octobre, fin octobre, il y a un jeune de la cité qui se fait tirer dessus et qui décède quelques jours plus tard à l'hôpital, je crois que c'est Saint-Antoine, C'est de tiré par la mémoire. police. C'est ça ou par quelqu'un? Non, c'est quelqu'un. Mais Règlement, parce ouais. que déjà à l'époque, je sais pas, on est début des années 80. Pour vous remettre l'ambiance, il y a la naissance, du moins, euh, Mitterrand avec ses copains, ils jouent à un jeu malsain. Ils permettent à l'extrême droite d'apparaître. Ils mettent en place une proportionnelle qui leur permet d'accéder à l'Assemblée nationale. Ouais. Et puis pour pouvoir encore aujourd'hui se servir de ça et nous dire si jamais on vote pas pour eux, c'est l'extrême droite qui va arriver. Mais Ouais. là, je pense qu'avec les nouvelles générations, il va falloir qu'ils la mangent, l'extrême droite. Donc, quand on revient d'Algérie avec mon ami Jamel Kendi, il y a un hachach chez lui. C'est comme une sadaka qui fait tout ça par rapport au fait qu'on soit revenu. Mhm. Quand on sort de la cité, lui fume une cigarette, moi aussi à l'époque avec lui, on est derrière en train de discuter. Et on voit un attroupement d'enfants et ils nous disent que notre ami s'est fait tirer dessus. Et cet ami-là, c'était quelqu'un qui est très impliqué. L'Irahma Abdelbi, il était très, très, très impliqué dans la vie de la cité, avec ma petite sœur Ouria. D'ailleurs, elle est toujours dans le domaine de l'enfance. Ouais. C'est une très forte là-dedans. Tu vois. Et eux, ils voulaient faire en sorte de faire du soutien scolaire, accompagner les petits, faire des trucs pour des sorties, voilà, pour les enfants de la cité, voilà, pour qu'ils voient autre chose que de rester à la cité où il n'y avait rien de spécial, quoi. Bon, nous, on joue au foot, mais eux, les petits, c'était assez particulier, Ouais. quoi. Donc, on, on apprend la nouvelle, à ce moment-là, on est choqué, quoi. Donc on essaye de savoir qui c'est. Ils nous disent c'est le mec là-bas de Pitou, Monsieur de Pitou, qui a tiré en direction de la cité. Et Abdelbi, de mémoire, il revenait du Jama, qui est aux Acacias, je crois, qui était vers le chemin de l'île. En revenant, c'est son chemin, quoi. Ouais. Devant les bâtiments où habitait Al-Ali et d'autres familles. Et c'est là où il est atteint d'une balle de 22 longs rifles
qui l'a atteint, à mon avis, à l'artère fémorale, qui fait qu'il a perdu son sang et il en est mort. Donc nous, à l'époque, on a monté le comité Gutenberg. Et eux, ils avaient monté l'association Gutenberg. Ils faisaient. Donc nous, on a... Gutenberg, c'est le nom de la cité ou de C'est la de la rue? cité, de la cité. Ouais, Après, nous, on l'appelait la cité blanche, parce qu'on était écrit plus de blanc. ouais. Voilà. Et quand, quand l'événement il survient, comme je t'ai dit tout à l'heure, on voit les petits attroupés, ils nous apprennent la nouvelle. Donc on est choqués. On a des petits, on les voit en train d'aller en direction du pavillon. Parce qu'ils voulaient se venger. Donc on les voit, on les attrape, on parle avec eux. Pour les calmer. Ouais. On les a calmés, mais aussi on leur a dit un engagement. On leur a dit qu'on allait s'occuper de ça, nous. Que c'est nous qui allons nous occuper de ça. Et qu'eux, il ne fallait pas qu'ils S'en occupe. Donc on s'est énervé, on s'est mis en colère. Je peux en parler comme ça, c'est prescrit, mais bon, on avait fait des dégâts dans la ville. Par, parce qu'on réclamait justice et que c'était pas normal, parce que les temps dont on parlait, même à la ville de Nanterre, ils disaient qu'ils avaient trop d'immigrés, que souvent la délinquance, elle venait de ces cités-là, que les voyous habitaient dans ces cités. Tu vois, on n'avait pas de qualité, quoi. D'accord. Quand t'aimes pas les gens, tu leur trouves que des défauts. C'est Tu vois, vrai. ben là, c'est pareil. À l'époque, la mairie de Nanterre, les gens des cités transit ou même du bidonville, ils pouvaient pas s'inscrire sur le fichier des mal logés de la ville, quoi. Ah Faut le ouais. savoir. Ah ouais, on n'avait pas le droit. Il faut savoir que l'endroit où était la cité, avant, par exemple, moi, quand je suis né dans le 01, 09, 75. Donc, Nanterre, ça faisait partie du département de la Seine. Jusqu'à que Nanterre, elle soit préfecture. D'accord. Voilà. Ça faisait partie de Paris. Voilà. Ok. C'est-à-dire que la cité, elle était territoire, voilà. Donc, pour eux, pour la ville, c'était pas à eux de gérer les gens. Voilà, ce qui fait que tu galérais. Tu vois, et je regardais, et on regardait, c'est vrai que des fois, on se mettait comme ça. Et mon père, des fois, il me disait, regarde les gouttes. La lumière, elle est déjà éteinte. Leurs enfants, ils sont en train de dormir parce que demain, ils vont à l'école, tout. Il avait ce regard-là. Il Ouais. a regardé. Je dis, mais non, peut-être les lumières, tu les vois pas. Peut-être sont de l'autre côté, dans le salon, tout ça. Donc, il avait beaucoup ce truc-là. Et eux qui travaillaient dans le bâtiment. Mon père était ferrailleur en bâtiment. Ok. Donc, il faut être un minimum instruit. Je veux pas être. C'est la ferraille. C'est ce qui permet de tenir. Et eux qui travaillaient dans le bâtiment, dans le ramassage des ordures, que beaucoup de métiers que d'autres ne faisaient pas. Hein, mon père il me disait, il faisait deux boulots. Il travaillait une fois chez un patron et après, il faisait des boulots à la tâche. Comme je te disais tout à l'heure, pour subvenir aussi aux besoins de sa famille qui est Ouais. au pays. Donc nous, après la mort d'Abdelmi, on a monté ce qu'on appelle l'association Gutenberg pour s'occuper, un, du relogement de nos familles et deux, pour faire pour faire en sorte qu'il y ait justice pour Abdelmi. Donc son frère, lui, c'était un très bon ami, mais son grand frère, c'est un ami. Donc à l'époque, on a fait ce que nous on pensait être normal, c'est-à-dire montrer qu'on existait, que on pouvait pas accepter. Si vous faites des recherches sur le début des années 80, vous allez voir que l'extrême droite arrive à Dreux. Ouais. C'est Stirbois avec sa femme qui prennent la ville de Dreux. Et je me rappelle au Chamard, il y a un quartier à Dreux qui s'appelle les Chamards. Les gens, ils étaient angoissés par l'arrivée de l'extrême droite à la mairie. Et donc nous, bon, ça avait fait si vous regardez les événements, ça avait fait l'actualité. On a eu la visite du premier secrétaire d'État chargé de l'immigration, François Autain. Donc à l'époque, c'était la gauche, c'était Mitterrand qui arrivait au pouvoir.
des jeunes qui avaient fait de la prison ici en France, on pouvait les expulser comme on voulait, comme Ouais. une portée de chat. C'est-à-dire le mec, sa famille, elle est C'était là. la double peine. Ouais, la Ouais. double peine, ouais. C'était vraiment la double peine. C'est-à-dire que déjà, en soi, c'est raciste. Mm. Comment quelqu'un qui a payé sa dette à la société, quand il sort, on l'attrape comme un chat ou un chien et on peut se permettre de l'envoyer au pays normalement, quoi. Donc nous, je sais que dans les années 70, c'était très pratiqué. Mm. Le préfet, de lui-même, il pouvait expulser quelqu'un. Pour un arrêté préfectoral, tu pouvais. Après, début des années 80, bon, il y a eu des évolutions. Bon, tu as eu ce qu'on appelle la protection de l'article 25. Ceux qui sont nés sur le territoire français, Mm. qui ont des enfants, qui ont un certain nombre d'années ici, ne pouvaient pas, sont protégés. D'accord. Mais après, il y a aussi au-dessus, quoi. C'est-à-dire, tu peux avoir des trucs, c'est nécessité impérieuse. Mais quand tu vois que c'est pour des histoires de droit commun, le braquage, tout ça, truc, comment on appelle ça, là, comme je viens de dire, c'est le grand banditisme, Ouais. ça va, quoi. Ça va. Les gens, non seulement ils payaient leurs dettes à la société, mais à la fin de leur peine, on les expulsait dans leur, entre parenthèses, pays d'origine. Ce qui est vrai, mais en même temps, c'est pas vrai, parce que quand les gens ils sont nés quelque part, Mm. leurs attaches, Ils elles sont en sont France. là, Ouais. là où ils sont nés, là où ils ont grandi. Mm. Et je suis désolé, moi, j'ai rencontré des gens qui ont grandi ici, euh, qui ont été victimes de la double peine. La première génération, t'en as eu beaucoup, hein. Dans les années 70. Ah ouais, les années Ouais. 70, je te dis, le préfet, les préfets avec cette possibilité-là. Donc, ils expulsaient les gens. Et je sais que, pour notre part, après, on a monté le comité national contre la double peine. Mais je me souviens que en 83, vous vous rappelez, il y a eu la marche pour l'égalité. Ouais. Les mecs des Minguettes ou de Vénissieux ou de Marseille qui ont fait la marche. Et ils ont fait la marche pas parce qu'ils voulaient que les gens ils les aiment. Ils ont fait la marche parce qu'ils en avaient marre d'être agressés, insultés, brimés, condamnés à des lourdes peines, subir l'injustice quotidienne de la part de certaines autorités qui avaient, surtout les policiers à qui ont demandé tout et n'importe quoi concernant les habitants des quartiers populaires. Donc, à ce moment-là, ils ont fait la marche de Marseille à Paris. Certains ont été reçus par Mitterrand, qui n'a pas tenu ses engagements concernant le droit de vote, tout ça. Disons, nous, après, en 84, on a fait convergence. C'est-à-dire, on a décidé. Et quand je parle de la marche, c'est-à-dire que c'est une initiative qui a duré plus d'un mois. Ouais, bien sûr. Chaque jour, ils allaient dans une ville. Sur Hein. une ville, ouais. Voilà, nous, on a fait convergence, on était en mobilette. Ouais. Il y avait 5 trajets. Il y D'accord. avait un trajet qui partait de Lille. Ah ouais. Tous Il y vers avait un Paris. trajet qui partait de Brest. Tu avais un trajet qui partait de Strasbourg. Tu avais un trajet de Marseille et un trajet de Toulouse. Et Ok. chaque jour, on allait dans une nouvelle ville suivant le trajet sur lequel on était. À l'époque, à l'arrivée de la marche, il y avait plus de 100 000 personnes qui étaient là à Paris. Et avec des engagements de certains, oui, on vous aime, vous êtes chez vous ici. C'est pas une histoire de je t'aime. On n'a pas envie d'être brimé ni montré du doigt au moindre événement qui se passait, quoi. Mm. Donc 84, l'année d'après, un des slogans de la marche, c'était j'y suis, j'y reste. D'accord. Voilà. Et nous, après, avec Convergence 84, vu les itinéraires qu'on a fait, moi, j'ai fait celui du Nord. Donc, je suis passé à Roubaix, quartier du Pile, et Biscotte à, je sais pas de conneries, à Lille. Après, j'ai été à Beuvrages, à Valenciennes, Denain, Maubeuge, Saint-Quentin, Rouen, Le Havre, Caen,
Lisieux, Évreux, Dreux. Ah On ouais. voulait absolument aller à Dreux. Ouais, parce qu'il y avait le FN. Ouais. Et que, au moment où il y a eu la marche, tout a été fait pour pas que les marcheurs ils aillent À Dreux. à Dreux. Et Hmm. ils n'ont pas été. Mais Ok. nous, on s'est dit, c'est pas possible. Et effectivement, à Dreux, quand on était arrivé à Dreux, t'as des fachos, je ne sais qui ont mis du gaz lacrymogène. Mais nous, Ah. ça a eu comme effet de nous énerver, Hmm. de, tu sais, voilà, de rajouter. D'autant plus que je peux saluer les gens des Chamards ou des quartiers, ou les gens du quartier de la Marouge, ou de Beuvrages, tu vois, ou du quartier du Pile, tu vois, les gens à Évreux, Lisieux. Euh, ouais, je te parlais de Dreux, mais Dreux, voilà, on s'est fait gazer dans cette manif, alors qu'on allait arriver à Paris quelques jours après. On avait été reçu par Françoise Gaspard, qui était la mère de Dreux D'accord. avant, qui était, ouais, elle avait un côté un peu humain, quoi. T'as un documentaire où on la voit avec nous, qui, est, qui est un documentaire qui a été fait, si je dis pas de bêtises, par Mustapha Kessous, qui s'appelle Origine sous contrôle, qui est très intéressant à regarder. Donc, nous on fait Convergence, donc pendant un mois et demi. Donc on arrive après sur Paris. Il faut savoir quelle initiative qu'on a fait quand les marcheurs sont arrivés sur Paris. Ils ont ils ont rendu hommage aux Algériens qui avaient été jetés dans la Seine. Les Ok. événements du 17 octobre 61. Ils sont C'est-à-dire, on partis à un savait, endroit, c'est hein, parce que ça? j'en vois aujourd'hui, ils font les malins en niant le travail des anciens. Comme nous, c'est comme si nous, on dit, il y a pas eu Apsi, il n'y a pas eu Hmm. les anciens qui nous ont parlé de cette histoire, qui nous a permis aujourd'hui de nous poser et de parler aussi de cette histoire. Il y en a d'autres, ils pensent qu'ils ont inventé le fil à couper le beurre Hmm. dans l'immigration, Ouais. sans respecter le travail de mémoire des autres. Et ça me choque, tu vois. Nous, on n'est pas des bénis oui-oui. Hmm. Hein, on n'est pas, je sais pas, si j'ai des amis qui s'appellent Mohamed et qui est capable de me parler d'un sujet, je vais appeler Mohamed, je suis désolé. Parce que c'est son histoire aussi. Il y en a d'autres qui culpabilisent, ils ont des complexes. Mais nous, on n'a pas ces complexes. Ok, on n'a pas été à la fac, on n'a pas, mais on connaît de quoi on parle. On Hmm. sait de quoi on parle, on sait, après Convergence, il y a eu tout un débat sur le code de la nationalité. Parce que la plupart, ils n'avaient pas la nationalité Ben française. non, Ouais. nous, par exemple, moi, j'avais la carte de résidence. Hmm. Pour anecdote, on va rigoler parce que je pense que les gens qui sont nés comme moi dans la même période qu'à la préfecture de Nanterre pour faire leur carte de résidence, devant sur ma côté face, là où il y avait vu ma photo, il y avait Nordine Nasli, né le 11 septembre 1962 à Nanterre. Et derrière ma carte de résidence, il y a écrit date d'entrée en France, septembre 62. Hmm. Quand t'es né, quoi. Ouais, T'es pas rentré en France. oui, tout à Ouais, fait, ouais, monsieur. Vous avez raison. ouais. Comment vous avez réfléchi à ça? Ben oui, la vérité, c'est ça. C'est qu'à aucun moment, ils nous ont vraiment reconnus. Hmm. Et comme tu dis, alors que je suis né ici, il y avait écrit sur ma carte à l'arrière, d'ailleurs, j'ai la copie sur moi, j'ai gardé. Je garde les trucs comme ça. Ben oui, parce que, pas qu'on nous dise que Ouais. ben, il y avait écrit date d'entrée en France, septembre 62. Donc je me suis dit, c'est bizarre. C'était un truc par rapport au droit du sol. Hmm. Pour pas qu'on nous reconnaisse le droit du sol. D'accord. Il n'y avait pas le droit du sol à l'époque? Ou il y Ben, avait? j'ai l'impression, Ouais. vu qu'il disait qu'on est né, qu'on est Comme si rentré en t'étais, France, quand on est né, t'es pas né en France, quoi, en fait. T'es né à ben, pour eux, je l'étranger, suis t'es venu. rentré, mais je sais pas comment je suis rentré dans un Ouais, pays où je suis né, quoi. ouais. Donc, oui. Donc, ça, c'était l'anecdote pour vous dire que, Hmm. voilà, l'état d'esprit avec lequel on a grandi, quoi, face à nous. Je vais pas dire que les policiers, ils étaient aussi relous qu'aujourd'hui, mais je trouve qu'aujourd'hui, ils font trop l'activité avec les petits. Ils sont dans des mentalités, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus tout à l'heure, pour en parler de manière un peu plus précise. Donc, t'as
t'as Jida et Nasser Tazaï qui décident de faire une grève de la faim. Eux, ils font partie de l'association des jeunes arabes de Lyon et banlieue. Donc, ils décident de faire une grève de la faim, et nous, en solidarité, t'avais le Tour de France qui partait au niveau de la préfecture de Nanterre. On a décidé de bloquer, de se mettre au travers Tour de du France. départ. Ouais. C'était sporadique. Hein. Fallait Je être peux te dire solide. que ce jour-là, même les spectateurs, ils voulaient t'attraper. Bah, tu Ah touches ouais, au Tour c'était de France. assez. Ah ouais, je me rappellerai, je me rappellerai. C'était, ouais, je sais pas, juin ou vers juin ou mai, au moment du Tour de France. Et là, j'ai remarqué, j'ai dit, ce truc-là, c'est quand même chaud. C'est-à-dire Ouais. que même les gens que tu penses qui pourraient dire, ouais, Faut pas toucher à ça. je vais toucher à ça, faut pas toucher au Tour de France, moi. Donc c'était, donc on a fait des actions. Après, j'ai continué à militer. Quelques temps après, on a déménagé de la cité. La cité a été démolie. C'était en quelle année? Les années 80? 86, Ouais. je pense vers 86. Ok. Ils ont détruit la cité Ouais, ils ont Transit. détruit la cité. On avait eu une rencontre avec le préfet et le ministère. Quelques temps après, ils ont démoli. Mais on leur a dit que le temps qu'ils avaient pris, on a vu que pour les besoins de la SNCF, pour faire la liaison entre Nanterre Université et Houille, en 6 mois, ils avaient fait le relogement des familles. Des bâtiments qui étaient juste en dessous. Ouais. Donc, on leur a demandé à ce qu'ils fassent aussi vite pour nous reloger, nous, quoi. Donc, je pense que c'est en 86, il n'y avait plus de cité, je pense. Là, ça y est, c'était la HLM. Bah, après, les gens, ils ont été... Et là, il y a autre chose qui rentre en jeu. Je regrette, comme beaucoup on regrette, c'est que on aurait dû être beaucoup plus ferme sur le relogement, sur notre relogement, et de pas accepter que nos familles soient aussi éloignées de Nanterre. Ok. Parce que nous, on était jeunes. On peut revenir, voir machin. Mais nos Bouger. mamans, Ouais. tu Elle vois, bouge pas leurs trop. repères, leurs copines, leurs machins, c'était à la cité. Elles étaient entre elles, pouvaient se C'est voir. vrai, Je me rappelle, des fois, elles mettaient un tapis au sol, elles s'asseyaient. ouais. S'il y avait des petits pois à étuver ou des haricots, ou Gilben, comme il disait, ou des fois, quand elles donnaient des coups de main au moment de l'Aïd, pour changer, comment dire, les têtes de mouton, les pâtes, parce que nous aussi, dans le mouton, tout se mange. Bah Tout est oui. bon dans le mouton. Ouais, ouais, tout est bon, même la tête, vous inquiétez, mais bon, Ouais. il faut être habitué. Les gens, quand ils vivent dans des périodes qui sont pas faciles, ils mangent même les hérissons. Et c'est pas un truc choquant. C'est les conditions de vie qui amènent les gens aussi à s'adapter. Donc, voilà, elles étaient, et cet aspect-là, moi, je le regrette. T'étais pas conscient de ça. Ouais. Et franchement, je le Et regrette. les On en autres. parle, j'en parle beaucoup avec les amis parce que, Ouais. Et à ce moment-là, justement, ils ont proposé quoi comme relogement? ben nous, on s'est retrouvé, le père, il s'est retrouvé à être relogé à Suresnes. T'en as Ah, d'autres à Antony. T'en d'accord. as à Asnières, à Ouais, c'est Colombes. Et trop les mamans, loin. les pauvres, Ouais. les petites habitudes qu'elles avaient, Ça les a séparés. ben oui, ça les a séparées. Elles ont, ben, leur copine avec laquelle elles vivaient, ben, elles les voyaient plus, quoi. À part celles qui avaient été relogées dans les mêmes secteurs que nous. Ouais. La famille Maroun, la famille Mamar, la famille Alali. Tu vois, bon, après, t'avais, en haut à la Cité Jardin, t'avais Guercy, t'avais, euh, t'avais Guercy, t'avais la famille, oh là là, j'ai oublié, ça me reviendra, qui avait été relogé à la Cité Jardin, euh, t'as Agnières, attends, t'avais quoi, Gennevilliers aussi. Ah ouais, Chez c'est moi, mon partout. voisin qui habitait à l'époque dans les baraques, là, dans les trucs, là où on habitait ensemble quand on était enfant, lui, il avait été relogé à la cité du Lutte, Ok. tu vois, Ouais. au Lutte, euh, la famille Eni. T'avais, comment on appelle ça, t'avais, jusque dans les années
fin des années 86, je pense qu'après, il n'y avait plus la cité. Tout le monde était relogé. Ouais. Tout le monde était logé bien ou mal, mais cet aspect-là, il me reste au travers du cœur. Voilà, je trouve que c'est quelque chose, on aurait dû faire attention. Bah, tu savais pas, tu étais jeune. Ouais, mais voilà, je Ouais, m'en veux, tu peux même pas savoir. ouais, Quand je pense à nos mamans qui sont plus là, tout ça, ouais, je comprends. nous, tu vois, on était jeunes, tout, et elles, qui ont fait beaucoup de sacrifices, tu vois. Ouais, Et je trouve que, voilà, elles méritaient beaucoup, 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 beaucoup plus. Parce que même à ce pays-là, ils leur ont donné des enfants. Aujourd'hui, c'est nous qui cotisons aux retraites des autres, alors qu'on nous insulte, tu vois, tous les jours. Et c'est vrai que cet aspect-là, c'est quelque chose qui me reste au travers. En tout cas, j'ai une grande, 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 grande pensée pour elles. Voilà, et tous les sacrifices qu'elles ont fait pour nous. Donc cet aspect-là, ouais, sur le relogement, ouais, c'est quelque chose que je pense que on aurait dû faire plus attention. Donc 86, je t'ai dit, il y avait un truc autour du code de nationalité, avec Pasqua, Pandro. On est, il y a la mort Malek de, Osekin. de Malikou Sekine, mais juste dans la même période, il y a aussi Abdel Ben Yahya à la Courneuve. Ok. Et que la vie, elle est comme ça. Je fais une réunion publique à la Courneuve, au bureau, et je sors dehors, je fumais à l'époque. Je sors dehors et je suis en train de fumer une cigarette et il y a un petit jeune qui est en bécane. Il a une petite bécane. Et je parle avec lui, ce petit jeune. Ouais, ça va, machin. Je lui dis, comment tu t'appelles? Il me dit, Abdel, tout ça. Ok. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis animateur sportif. Bien. Ouais. Quelques jours après, je vois sa photo. Ah ouais, c'est lui qui s'est fait tuer. C'est lui qui s'est fait tuer. C'est lui qui s'est fait tuer, ce garçon-là. Ouais. Tu vois, le mec, il a été pour séparer une embrouille avec Campin. Et le mec, il dit, tu le vois, le copain, c'est comment il s'appelle c'est Mustapha Kessous qui a fait le documentaire, où le mec, il raconte, parce qu'il l'a essayé, il l'a retrouvé pour savoir comment il pensait. Il retrouve le mec, et le mec, il dit, ça m'a gâché la vie. Ah bon? Ça t'a gâché la vie? Celui qui a tué? Oui, Ok. ça t'a gâché la vie. T'as beaucoup de chance que t'es pas en face de nous en train de nous dire ça. Ouais. T'as gâché la vie, toi. Ouais. Tu as tué quelqu'un, t'étais bourré. Hein, t'étais bourré. Ouais. Hein, t'as fait quoi, 8 ans, 9 ans? Hein, pour avoir tué quelqu'un à bout portant, presque. Hein, et à l'époque, c'était un peu une mode. Hein. Ah, On tuait, ça tuait beaucoup. Ouais. on peut parler de Bardel Barka, on peut parler de Wahid Achichi, de Lawari Ben Mohamed. Hein. Par exemple, si vous allez à Marnia, au cimetière de Marnia, quand tu rentres au cimetière, tu as un petit bâtiment là où il y a le gardien, tu vois, Ouais. et tu as la caserne sur la gauche. Tu connais? Non, Marnia, Voilà. non. Ouais. Bon, tu connais pas El Paso? El Paso, Normal, là. le Nouveau-Mexique. Là. Bladi. Le long du mur de la caserne, en vrai, quand tu longes comme ça, il t'arrive au bout, avant de tourner, juste là, il y a une tombe. Et la dernière fois, putain, j'ai pas pris de photo ni rien. C'est la tombe de Mohamed Diab, qui a été tué par des policiers Ouais. en 73, 74, Donc, à Versailles. À Versailles. Ouais. Une des premières affaires. Sans vous parler qu'à l'époque, comme on dit, t'es jeune, on faisait pas trop attention. Mais il y avait beaucoup d'attentats anti-immigrés. Ok. D'actes. Il y a des gens qui se faisaient assassiner quand ils rentraient chez eux, tout ça. Ça, ils en parlent pas beaucoup, mais il y avait beaucoup des histoires comme ça. Ouais. Donc, une anecdote vite fait. Ouais, bien sûr. Une fois, je suis à la gare Saint-Lazare, je prends un train et j'ai un petit jeune qui est assis à côté de moi. Il me demande une cigarette. Ouais. Je lui dis, mais tu viens d'où? Il me dit de Versailles. Je lui dis, mais d'où de Versailles? Il me dit de Jussieu. Je dis, ah ouais, tout ça. Et je commence à parler avec lui. C'était le fils. Ah ouais. Wallah, devant le Seigneur, c'était le fils de Mohamed Diab qui m'a parlé. Moi, Diab, je connais la famille parce qu'on en a, ils sont de chez nous. Mon père, un de ses meilleurs amis, c'est Diab, c'était Ekel et Jekyll, tu sais, c'est des amis, quoi. Ouais.
Et c'était le cousin, tu vois, de la personne qui habitait à Nanterre. Parce que tu parlais de Malik Ousseki. Hmm. Ben, sa famille connaissait très bien la famille Diab, Ok. tu vois. Ouais. D'ailleurs, même dans l'affaire Malik Ousseki, on a essayé de salir la famille, la mémoire de Ouais. Malik Ousseki. En me disant quoi? En disant que du fait qu'il était malade, qu'est-ce qu'il faisait dans une manifestation? Alors que lui, il manifestait rien du tout, quoi. Ouais. Donc on a essayé de trouver des histoires sur la famille, le machin. Ah C'est ouais. toujours comme ça. Euh, redonne-moi le film. Les années 80 et toutes les. Tu parlais Ouais, d'un voilà. assassinat de. Voilà, il y avait beaucoup d'événements. Il y avait même eu un attentat au consulat d'Algérie à Marseille. D'accord. Et à l'époque, celui qui était ministre des Affaires étrangères, c'était pas de bêtises, c'était Bouteflika. Enfin, en Algérie, ouais. 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 Donc, c'était un climat, mais nous, on ne le voyait pas comme ça. C'est Mhm. après, c'est dans les années 80 qu'on a commencé à comprendre que il y avait des choses qui étaient dramatiques qui se passaient. Ouais. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, il y avait l'avènement de l'extrême droite qui arrivait, tout ça. Ouais, c'est tout un Donc ensemble. voilà, donc il y a eu une période où moi je commençais à travailler, donc je militais de manière, ça dépend des périodes, quoi. Donc on avait des relations avec des gens de Marseille, avec des gens de Lyon, D'accord. des gens de Saint-Étienne, des gens de Toulouse. Voilà, à Montpellier, on a essayé de monter des forces politiques pour se défendre. Donc, début des années, fin des années 80, on décide de monter un mouvement avec des copains de Mantes-la-Jolie, des Mureaux, de Trappes, de Nanterre, de Puteaux sur Aisne, qui s'appelait Résistance des banlieues. D'accord. Parce qu'on se disait, on peut pas accepter qu'il y ait autant de hagra, autant d'injustice sans être sans réagir, quoi. Ouais. Donc, la première visibilité à ce moment-là des jeunes des quartiers populaires, ça a été les émeutes. C'était au Minguette, c'est ça? Ouais, aux Minguettes. Ouais. Aux Minguettes. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'on leur faisait des bisous, c'est parce qu'on les maltraitait au quotidien. Mm. Il y a des mères de famille qui ont été insultées, brimées. Il y a des pères qu'on a calculés à l'envers. Ce qui fait que quand t'es ado et que tu vois ça, bah, Ouais, tu brûles. tu Ouais. brûles à l'intérieur et tu te Ouais. dis, attends, waouh. Et Donc, justement, tu peux nous expliquer un peu, excuse-moi de te couper, vas-y. mais dans les années 80, tu as à peu près 20 ans. Donc, et explique-nous la vie d'un jeune dans ces époques-là, parce qu'il y avait beaucoup de bavures et en même temps, il y avait un problème pour accéder au travail. C'était quoi la vie d'un jeune dans ces années-là, les années 80? On restait souvent sur le quartier. Hein. Après, si on arrivait à avoir de l'argent, on pouvait sortir un peu, on allait s'acheter des sandwichs, comme ça, mais souvent on restait là vers où on était. Hein. Mm. Je veux dire que heureusement qu'on a joué au foot pour certains d'entre nous. Après, je ne vais pas dire qu'il y en a d'autres qui se sont retrouvés se sont retrouvés à aller à Paris, se sont retrouvés à prendre de la cam, parce que Ouais. tu as aussi tout l'avènement de Ah, c'est ça la drogue, ouais, l'héroïne. voilà, l'arrivée de la cam dans le quartier qui a fait des ravages. Ouais. Et je veux avoir une grande, grande pensée pour tous ceux qui sont partis à cause de ça. J'ai mon petit frère qui est parti à cause de ça. Ah, Tu vois, donc je sais de quoi je parle. mm. Et je pense à toutes les familles, toutes les mamans, tous les papas qui ont perdu quelqu'un dans ces conditions-là. Et ça venait pas de l'extérieur. Souvent, ça venait de Ah, de l'intérieur. l'intérieur, bien sûr. Voilà. Mais jamais mieux tué par les siens. Voilà, et je souhaite pas de bonheur à tous ces gens qui nous ont vendu de la mort. Mm. Sans pitié. Comme ils ont été sans pitié. Donc, c'était assez hallucinant parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils parlent beaucoup du cannabis, des trucs comme ça. Mais je comprends pas qu'ils ont rien fait dans les années 80. Ouais, pour l'héroïne. C'était Bah, qui pour était l'héroïne, pire, ouais. bah ouais, Ouais. ça les gênait pas. Toutes Ils les ont même, overdoses. Ouais. ils ont même trouvé des gens sur certains quartiers qui l'ont servi pour certains réseaux de polluer leurs frères et leurs sœurs. Moi, j'en entendais certains qui vendaient, mais ils sont majeurs. Et dans Ah, ma ouais. tête, je me disais, ah, ils sont majeurs. Ah, j'espère qu'il y en a, ils vont me défoncer un jour. Mm. Ce qui est arrivé aussi, hein. Bien sûr, ouais.
Je sais qu'ils étaient chassés, certains dealers. Tu sais, il y a des quartiers où ils ont été sachés. Il y a des copains qui me disaient au Picasso, ils me disaient, ouais, quand on a commencé à s'occuper des dealers, le commissaire, il est venu nous voir en nous disant, oui, mais c'est pas le machin, c'est notre responsabilité à nous. Bah ouais, mais si vous les laissez, vous les voyez tous les jours, vous êtes là, enfin, vous nous criminalisez, nous, vous faites rien dans le fond, nos mères elles souffrent. Ouais. Parce que quelqu'un qui est en dépendance, il a, comme on dit, avec ça, eh ben, c'est une autre personne. Tu vois, il devient pas vivable. Donc, nos parents, ils n'avaient pas l'habitude de tout ça. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont morts. Et arrivé le VIH, le sida, l'hépatite C, tous ces trucs-là, ça a fait. Je sais pas s'il n'y a pas une famille qui a pas perdu quelqu'un ici. Tu vois. Donc, donc c'était l'époque dure aux années 80. Ouais, pour te dire la vérité, quand j'étais jeune, je travaillais au marché pour essayer de récupérer de la thune. Pour trouver du travail, c'était une misère. Ouais, c'était dur. C'était dur. Même quand tu voulais être animateur, si t'es pas de la même couleur politique que certains dans certaines villes, t'as du mal à galérer tu galères pour trouver du khadma. D'accord. Du travail, hein. Ça veut pas dire qu'on voulait pas travailler. Mais pour les parents, ils avaient l'impression de ça. Tu vois on voulait pas aller à l'ordre de ça. Ça crée, parce que les gens, ils pensaient que nos parents, ils nous soutiennent si on est en train de se balader, non, pour eux, t'as autre chose à faire, quoi. Parce qu'ils ont connu le plein travail et vous, c'était le chômage. Ben, nous, on est arrivé début des années 80. Tout travail. T'as la crise pétrolière 73 ou 74. Voilà. Et, les parents, pareil. Et même nous, à l'école, on apprenait des métiers qui, sur le marché du travail, devenaient obsolètes. Qui n'y avait plus. Tu vois, je t'apprends un métier que tu ne pourras pas exercer parce que, déjà, si tu fais de la mécanique de précision, quelles sont les industries qui sont dans la mécanique de précision? C'est quoi? L'aviation, l'armement, tu vois, les trucs un peu chiadés. Ben ça, pour pouvoir accéder à ces métiers-là et pouvoir travailler il fallait avoir les papiers français. Ah ouais, d'accord. Ben oui, donc tu ne pouvais pas travailler. Donc ils étaient mal, tu vois, donc on s'est retrouvés. Effectivement, des copains que j'ai connus, dont les parents travaillaient dans l'industrie de l'automobile, qui ont pu les recaser à l'usine. À l'usine, tu vois, à Citroën, à Citroën Honda, ou à Talbot-Poissy, ou à Flins. Renault, les gens, ils venaient les chercher en bas de chez eux. Hein. Moi, je me rappelle, il y avait un bus qui se mettait à l'angle de la rue Hoche et de la rue de Beson. Ouais, ils venaient chercher les travailleurs. Ils venaient chercher les gens, ils les emmenaient à l'usine et ils les ramenaient. Des fois qu'ils se perdent. C'est rigolo. C'est pour les facilités. Mais bon, au moins, ils n'avaient pas besoin d'aller en bus ou en train. C'est loin, parce que c'est loin aussi. Donc, ça a été une période, les années 80, où on nous a vu arriver, quoi. C'est l'arrivée de la seconde génération. Les enfants, ils ont grandi. Voilà, et qu'ils acceptent pas n'importe quoi. Et nous, on regarde les gens dans les yeux. Parce que pendant des années, ils avaient l'impression qu'on ne pouvait pas les regarder, tu vois. Donc maintenant, avoir une génération de gens qui te regardent dans les yeux et qui disent « Oui, il y a quoi? C'est quoi le problème De quoi on parle ?» Et surtout, si tu sais des choses, si tu as un peu de culture générale, tout ça, ils sont un peu choqués, tu vois. Mais moi, je sais que mes voisins, entre parenthèses, originaires de Nanterre, Gaulois, on s'entendait, on vivait ensemble, je sais pas, il y a des gens qui essayent d'engrainer les gens pour qu'ils finissent par croire que c'est toujours les mêmes populations qui font des problèmes, mais c'est aussi les mêmes populations qui nettoient tes routes, qui construisent tes bâtiments, qui te font les voies de chemin de fer là, à je sais pas combien de profondeur en dessous, tu vois, tout ça, qui bossent comme tout le monde. Il y a leur rapport au pays. Exactement. Donc, je sais pas, est-ce que leurs enfants, ils ont le droit de revendiquer tu vois, oui, mais leurs parents, d'accord, leurs parents, mais on est leurs enfants. Ouais, bien sûr. Tu vois, ces parents dont vous parlez,
Hein, mon père, la défense, il t'a fait des poteaux de la défense. Mm. Ils tiennent la défense pour pas que les gens ils tombent. Tu vois, il a travaillé dans plein d'endroits. Il parlait de Grenelle. Quand tu traverses la Seine, tu as un petit bâtiment sur la ligne 6 sur la droite, crème. Mais je parlais avec lui, il disait ça, c'est nous, on a travaillé là. Ça, et quand tu sais tout leur rapport physique avec l'engagement, tu vois, par rapport aux leurs, parce qu'ils étaient aussi, ils pensaient au pays. Tu vois, après, ma mère, elle était ici, elle a perdu son père, et t'as tout ça Ouais. qui était pas forcément facile. Donc les années 80, C'était dur. ça a été, ouais, ça a été dur, mais ça a été aussi, bonjour, excusez-nous, on est là. Ouais. Voilà. Ouais, ça commence Ouais, au voilà, début. excusez-nous, on est vraiment là et que les choses, ils peuvent pas se passer pareil. Mm. Fini, fini les petites blagues à 10 centimes ou les insultes racistes, sans qu'il y ait de suite, Mm. tu vois. Ouais. Et quand il y a des suites, eh ben, les gens, ils sont choqués. Ben, je suis désolé, si vous nous aimez pas, ben, nous aussi, on vous aime pas. Mm. Voilà, on est normaux, on n'est pas des schizophrènes. Si on peut être des fois schizo, parce qu'en même temps, on est né là, on a grandi là, et en même temps, on est d'origine algérienne, on est du moins nos parents, nos ancêtres sont des Algériens, voire aussi des Marocains. Donc, on était, Entre deux cultures, ouais. ouais, mais on peut dire ça fait schizo, quoi. Mm. Ouais. Est-ce que je suis machin? Et les autres, ils disent, t'es pas chez toi ici, tu les entends, il n'y a pas un jour où ils parlent pas. Quand on arrivait aux années 90, on monte le Comité national contre la double peine. On se bat contre le fait que des gens qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont des attaches ici, suite à l'engagement d'un monsieur qui s'appelle Mitterrand, qui a dit début des années 80, qui s'est engagé suite à une grève de la faim de membres de la CIMAD, Jean Costil, Ouais. qui est père son âme, qui est décédé aujourd'hui, qui faisait partie de la CIMAD. Et pour te dire, on avait été de la cité, on avait été les soutenir à l'époque, au moment de la, de la grève de la grève de la faim de Jean Costil. Et c'est là où on a découvert comment on pouvait traiter les gens d'une autre manière, quoi. Donc, t'as Mitterrand qui intervient avant l'élection de 81 et qui prend un engagement et qui dit, ça fait ça la phrase, ceux qui commettraient par voie de délinquance de s'écarter des intérêts de notre pays doivent subir la même peine que tout Français subit et non point une exclusion supplémentaire. Mm. Mais ça c'est comme le droit de vote pour les immigrés. Ouais. Ok, je vais pas dire, ça a servi, hein, des gens qui ont pu récupérer leurs papiers. Hein? Mais t'en as, ils ont galéré. Et même sur le droit de vote, ils n'ont pas tenu leurs engagements. Ils auraient pu faire voter les immigrés, nos parents. Mm. Tu vois, ils auraient pu. Tu vois? Ben, ils les ont pas fait voter. Et ils ont pas fait voter parce que, avec le temps, j'ai compris pourquoi. Je vous raconte l'anecdote vite fait. On est en mars, mars ou avril 84, et t'as la journée internationale contre le racisme. Tous les 21 mars, Mm. t'as la journée internationale. Et on a deux individus qui viennent nous voir, qui ont monté une structure qui s'appelle SOS Racisme. Qui viennent nous voir place Vendôme. Nous, on voulait que les familles, l'association des familles victimes des crimes racistes et sécuritaires, soit reçue par Baninter. Il les a jamais reçus, cet homme-là. Hein. Malgré qu'il a aboli la peine de mort, il s'est battu. Ça n'empêche que quand il y a des jeunes qui se prennent des balles, donc il devait les recevoir. Et ce jour-là, place Vendôme, on a deux individus. Il y en a un, c'est Julien Drey, et l'autre, c'est Harlem Désir. Merci Seigneur, parce qu'on les a jamais écoutés. Voilà. Parce que quand on voit aujourd'hui dans quelle posture ils sont, quand on voit Julien Drey, comment il parle de la Palestine et comment il parle de nous,
On avait raison à l'époque de se méfier d'eux, voilà, et du Parti socialiste. Parce que on voit aujourd'hui, au vu des événements qu'il y a en Palestine, je reviendrai sur ça après, que voilà, ils n'ont jamais tenu leurs engagements. Et comme je te disais, le jour de la journée internationale de l'association des mères victimes des crimes racistes et sécuritaires demandait justice et à être reçu par le ministre à l'époque de la justice, Badinter. Il les a pas reçus. Et après, il a été véhiculé que nous, on voulait pas rentrer à l'intérieur des SOS Racisme. Pourquoi? À votre avis, on veut pas rentrer à l'intérieur des SOS Racisme? Antisémitisme. Non, parce que on n'aimait pas les Juifs. Alors que je vous le jure, devant le Seigneur, Allah, il me voit, on n'a jamais pensé à des trucs comme ça. On n'était pas là-dedans. On n'était pas dans ces histoires-là. On pensait à injustice, droit, machin, on n'était pas du tout. Et au bout du compte, quand je vois aujourd'hui Monsieur Julien Drey parler sur CNews, merci Seigneur, Wallah, tu nous as évité le... C'est incroyable comment il parle. Comment il parle aujourd'hui. C'est-à-dire que, heureusement qu'on a été lucide. Parce que voir que des gens comme ça peuvent parler comme ça des Palestiniens ou des militants qui se battent contre le génocide aujourd'hui en Palestine, on peut se permettre de... cet individu-là, en mars, vers le 21, 22, de toute façon c'est le 21 toujours, cet événement-là, eh ben il voulait qu'on le rejoigne. Et voilà, je comprends mieux. À l'époque, on avait découvert ce qu'on appelle le poteau rose. Ouais. Le poteau rose, c'était le pote aux socialistes. Derrière ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont monté la structure SOS Racisme a été montée avec Jacques Séguéla, Jacques Attali, Jean-Louis Bianco, hein, ouais, du beau monde, quoi, avec des vrais moyens, okay, pour bien nous défoncer. Ah, c'était pas des petits moyens, ils avaient mis la grosse Bertha, mais même avec leur grosse Bertha, ils nous ont pas fait peur. On en a rien à foutre, on n'a pas été à SOS. Tu vois, après, ils ont monté quelques années plus tard, ni pute ni soumise, pour pouvoir stigmatiser les gens dans les quartiers, pour pouvoir dire que nous, on se comporte mal avec nos sœurs. Tu viens violer dans le quartier une sœur, vas-y, je te prends, vas-y, fais-le. Tu vas voir. Si on va te laisser, si on va faire l'affaire. Ouais. Mais ils sont malades, parce qu'à partir de l'affaire de Swan, à Vitry, qui est une affaire dramatique, le mec, il a brûlé sa copine. Ouais. Et ils croient qu'on est tous là, parce qu'on serait des Arabes, on serait automatiquement à dire, oh, super, mais c'est lamentable, humainement parlant. Tu vois, et ce que je peux vous dire, c'est que la sœur de Swan n'a jamais accepté la structure ni pute ni soumise de Fadela Amara et consorts. Jamais. Parce que pour eux, déjà, elles ont manqué de respect. Quand on veut parler de quelque chose, on va voir la famille d'abord. On va leur demander l'autorisation. Hein. Nous, au MIB, jamais on s'est impliqué dans quelque chose si les gens ne sont pas venus nous demander. Tu vois, on s'implique, c'est beaucoup trop important. Tu vois. Et ben, eux, à ce moment-là, ce qu'ils cherchaient, c'était à stigmatiser les garçons des quartiers populaires. Et il y en a un qui a servi beaucoup à ça, c'est Malek Bouti. Ok, Malek Bouti. Malek Bouti, d'SOS Racisme, qui parlait comme ça dans une interview que Edwin Plenel, d'ailleurs, ouais, c'est marrant, mais il n'y a pas. Bon, j'aimerais bien qu'il m'explique, mais un jour, je lui demanderai pas qu'il m'explique. C'était un mois de juin. Je me rappelle plus l'année, où tu as tout un article qui parle des gens dans les quartiers. C'est-à-dire, on est des animaux. On est, c'est-à-dire des sauvages. C'est-à-dire, on pourrait accepter des faits graves sans intervenir. Mais ils rigolent, quoi. Ils rigolent, quoi. Moi, j'ai vu des trucs dans le métro, où j'ai vu plein de gens qui étaient là, ils ne sont pas intervenus. Moi, je suis intervenu, même si je savais que des fois, c'était un peu tendu. Parce que c'est comme ça, je peux pas laisser un truc, il va être témoin de quelque chose de grave. Et ben eux, ça les gêne pas, ça, tu vois. Et là, on a fini les années 80, donc on arrive dans les années 90 avec ton militantisme et notamment l'émission qui t'a un peu plus fait connaître aux yeux de la France avec Mireille Dumas. Ah, yeah.
Comment s'est passé toutes ces années-là? 90, c'est une période assez longue de militantisme. C'était bah, après avoir constitué Résistance des banlieues, parce qu'on se disait qu'il y a aussi, au-delà des problèmes de crime, tout ça, il y a aussi des problèmes sociétals. Le travail, le logement, la santé. Donc, on s'est dit, on va monter un mouvement. Donc, on monte le Comité national contre la double peine pour s'occuper des personnes qui ont grandi ici, qui voulaient expulser au bled. Donc, au-delà simplement de les écouter, ben, il fallait savoir de quoi chaque situation retournait pour pouvoir défendre correctement les gens et être à la hauteur, parce qu'on est dans des affaires de justice. Donc savoir que si la personne a une interdiction du territoire, elle peut faire une requête en relèvement auprès du tribunal, pour faire appel. Si c'est un arrêté, ben, tu dois aller au tribunal administratif. Tu vois, c'est chaque chose à la fin. Donc on a appris pour être autonome, pour être aussi émancipé, des gens qui, soi-disant, ont de la connaissance, mais ils ont du mal à partager. Ils gardent ça que pour eux, de manière à ce que tu sois toujours dépendant d'eux. Ouais, bien sûr. Et nous, on était vraiment dans l'éducation populaire. Donc, quand même, les mecs, on défendait, si certains d'entre eux arrivaient à s'en sortir, et qu'ils avaient envie de s'impliquer, ils pouvaient s'impliquer. Ouais. Donc, comme je disais, connaître la loi en matière d'interdiction du territoire, connaître la loi en matière d'arrêté ministériel d'expulsion ou de QTF, de manière à défendre les gens et leur apprendre aussi à se défendre. Les trois quarts du temps, dans ces affaires-là, c'était des gens qui savaient, qui étaient arrivés petits ici, ou qui avaient grandi là, ou qui sont nés ici, à qui on se permettait de pouvoir prendre des arrêtés ou des, comme ils disent aujourd'hui, des OQTF, qui n'étaient pas forcément possibles, ou des arrêtés ministériels d'expulsion. Et là, il suffisait que tu avais fait 3, 4 peines pour que dans certains endroits, on te met trouble à l'ordre public et nécessité impérieuse. Je dis nécessité impérieuse, le mec c'est qui, quoi? C'est un mec qui fait du droit commun, délit de droit commun. C'est vrai, j'ai des effets. Et vous voulez que ça devienne... c'est un acte pour l'expulser, c'est une nécessité impérieuse. C'est-à-dire que lui, il risque de transformer la France, ce qui n'est pas vrai. Tu vois? Donc ça, il a fallu se défendre. Donc on a beaucoup de sœurs, de mamans, très peu de frères, mais beaucoup de sœurs et de mamans qui sont venus nous voir pour, pour un frangin, pour un tonton, pour un mari, pour qu'on les accompagne et qu'on les défendre. Ah oui, mais il y en a plein, si tu leur demandes, en banlieue parisienne. Après, tu as aussi parmi ces gens, tu as des gens qui sont venus pour demander de l'aide, qui ont fini par eux aider. Ouais. C'est pour ça que je te dis, c'était comme de l'éducation populaire. C'est-à-dire, nous, on peut vous défendre, mais si vous pouvez aussi avoir la compréhension et commencer aussi à défendre les autres, c'est génial. Nous, on a des mecs qui avaient eu des mesures d'expulsion, qui avaient réglé leur situation, qu'ils ont fini par aider les autres. Tu vois, nous, comme on disait chez nous, si tu me donnes ça, je te donne ça. Mais si tu donnes rien et qu'on t'aide, et qu'à un moment, quelques années plus tard, tu recommences la même merde, et que tu reviens nous voir, on va te dire, garçon, il y a un problème. Il y a des gens, c'était pas 10 personnes, je sais pas, 4 000, 5 000. D'accord. Ah ouais, c'était hallucinant d'ailleurs. Nous, il fallait que chaque situation puisse défendre les gens. Et t'avais pas, voilà, donc plus il y avait de gens qui s'investissaient. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous parlais du syndicat de la magistrature, du groupement le GISTI,
groupe de, machin, c'est un truc de soutien aux immigrés. Ouais. Bon, t'avais aussi, je peux pas retirer Omrab, en tout cas pas Bernadette Etier qui nous a accompagné, qui nous a aidé aussi, qui a été quelqu'un qui avait parti à un moment de l'OVDP, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'aller en prison. Ouais. Donc quand il y avait des situations qu'on suivait et qu'elle était sur la prison en question, elle allait voir la personne, D'accord. ce qui fait que ça pouvait permettre d'avoir du lien. T'avais quoi? On a travaillé aussi avec Médecins du Monde. Je me rappelle, il y avait Zoubida, donc elle nous aidait par rapport aux gens, parce qu'à l'époque, on se battait aussi par rapport aux gens atteints de pathologies graves. Il faut savoir qu'en France, il y a une dizaine de maladies qui sont répertoriées et prises à 100% par la sécurité sociale. Voilà. Si tu es là-dedans, en principe, on peut pas t'expulser. Il faut savoir que c'est Michel Debré qui a fait cette loi ou cette ordonnance pour les étrangers, dont on parle beaucoup là. L'histoire de l'AME, tout ça, les gens ils se soignent ici. Ouais, ouais. Et permettre aux gens de pouvoir se défendre. Ceux qui étaient atteints de pathologies graves. Et nous, on a fait ce travail-là. Je rends hommage à un monsieur qui s'appelle Étienne Pinte, qui est le maire de Versailles, même si on n'est pas du tout machin. Mais je pense que c'est un vrai être humain. Voilà. Moi, il nous avait touchés parce que il s'est impliqué, malgré qu'il y avait des fortes tendances à vouloir pas changer la loi, pas modifier quoi que ce soit. Il faut savoir que si tu étais sur le territoire français en matière d'interdiction, tu n'avais pas la possibilité de faire une requête au tribunal tant que tu n'étais pas Dans ton pays. dans ton pays. Ouais. Donc les gens, tu vois, donc il a fallu se défendre pour pouvoir avoir le droit étant sur le territoire français. Ça, c'est arrivé au moment de la grève de la faim. Début 90, Ouais. au moment de la grève de la faim, il y a eu ce qu'on appelle la circulaire Sapin. Le ministre de la Justice à l'époque, c'était Henri Nallet. Voilà. C'était Henri Nallet que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est Henri Nallet. Donc, il y a eu cette circulaire. Après est arrivé le gnome de Neuilly, qui a modifié la loi concernant les arrêtés ministériels d'expulsion. Tu as vu que les gens qui étaient dans l'article 25, qui avaient des attaches fortes, qui étaient parents d'enfants français, mariés à une Française, arrivés avant l'âge de 10 ans, ne pouvaient pas être expulsés. Donc de ce point de vue-là, ça, je vais pas mentir, ça a rendu service à beaucoup de gens. Voilà. On a fait un vrai travail de ce côté-là. Tout n'est pas parfait. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais il y a que ceux qui font rien qui peuvent parler. Exactement. Ouais. Voilà. Nous, on a essayé. Je pense qu'on a soulagé quelques familles et permis à ce que les gens puissent se défendre aussi. Parce que s'il n'y avait pas eu la modification de la loi, eh ben, on serait toujours en train de se battre. Mais là, en l'occurrence, la loi est modifiée. Les gens peuvent faire des requêtes, peuvent faire des recours. Quand je dis requête, c'est tribunal. Quand je dis recours, c'est administratif. Ok. Voilà. Bon. Après, on a fini par savoir qu'il y avait des articles que tu pouvais pas utiliser. Tu avais l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Donc, il y a des choses que la France, elle pouvait pas faire comme ça. Parce qu'après, la France, elle est rentrée en Europe. Il y a eu oui, l'Europe, tu sais qu'on n'est pas parmi les premiers. Même sur la Déclaration des droits de l'enfant, la France n'est pas un des premiers pays à avoir ratifié la Déclaration des droits de l'enfant. Hein. On est parmi les derniers à l'époque de Giscard d'Estaing. D'accord. Ah ouais, avoir signé, ben oui, je sais pas pourquoi, mais c'était assez... Donc, début 90, on arrive vers 93, au-delà de la justice, on se dit on va monter un mouvement pour se regrouper avec les quartiers. Et là, on monte le mouvement de l'immigration et des banlieues, le MIB. Ouais. Et là, on a des gens surtout, on a monté le MIB, je vais rendre à César ce qu'il y a à César. Ouais. Aux camarades qui nous avaient passé la salle au Mont-Germain, à Châtenay-Malabry, quartier de la Butte Rouge. Pour les gens qui connaissent la commune, ils savent ce que c'est la Butte Rouge.
euh, au Vosgermain avec les copains de Lyon, de Vaux-en-Velin, du Mas du Taureau. Voilà, c'est nous, nous ici, Nanterre, puis d'autres copains qui habitaient Saint-Denis, euh, ça, les Mureaux, Mantes-la-Jolie et d'autres endroits en France. On s'est regroupés pour se défendre. Voilà, pour qu'on arrête de tuer et pour venir en soutien à ceux qui nous le demandaient. Ouais. Tu vois. Mais on s'est élargi. En parlant, si tu regardes une affiche du mouvement de l'immigration et des banlieues, si tu trouves, tu vas trouver. Tu vas voir les différents thèmes sur lesquels on est, quoi. On parle du racisme, des discriminations, des injustices. Donc, les années 90, ça a été beaucoup sur les histoires de forces politiques, quoi. Faut savoir que même des machins ont continué sur la double peine, tout ça. On a fait une opération, ça s'appelait On se rend, avec des expulsés. On a été rue de la Boétie, Ouais. avec les expulsés. Ils voulaient pas arrêter, du moins les mecs leur ont dit non, on veut se faire arrêter, on n'a pas le papier, on est machin, on en a marre, voilà, on va pas. Donc, on reçoit l'information comme quoi pas se faire arrêter ni rien. Après, on fait une autre opération, on fait au commissariat de Barbès. Mais on n'a pas fait Barbès comme ça. Si les gens connaissent l'histoire, voilà, ils savent pourquoi on a fait Barbès. Nous, on a fait Barbès parce que moi, en lisant des livres, je sais qu'à Barbès, au commissariat de Barbès, il y a beaucoup d'Algériens, de militants qui ont été maltraités dans ce commissariat à Barbès, je dis dans le quartier Barbès. Ouais. Et on l'a fait vraiment, moi je suis pas rentré, mais les mecs qui étaient double peine à ce moment-là, qui étaient eux victimes, ils sont rentrés au commissariat et sont ressortis en lui disant, ouais, ils veulent pas nous arrêter. Ils nous ont dit qu'ils voulaient savoir à quel moment la manif se terminait et que si on voulait, on pouvait revenir. Ça nous a bien fait rigoler parce que si tu regardes le film Non à la double peine, tu verras ce que je te dis. Tu verras les mecs sortir du commissariat et il est là pour Hossein. Tu l'entends dire paix à son âme. Ils veulent pas nous arrêter. On leur a dit on n'a pas, on est double. Ils veulent pas nous arrêter. C'était assez, j'allais dire comique. Ouais, c'était assez comique quoi, de voir que avec un certain rapport de force, tu peux changer les choses. C'est vrai. Tu vois, si tu vas à 5, 6, ouais, effectivement, le rapport de force, il n'est pas pareil. Mais quand tu es nombreux et qu'ils savent que tu es en banlieue parisienne et qu'il faut pas nous embêter d'une certaine manière ou nous faire de la maltraitance, parce qu'on pourrait se répandre aussi. Et la vérité, c'est que des fois, ça nous a bien protégés. De venir de Nanterre, de venir des Mureaux, de venir de Trappes, de venir de... Ouais. Parce qu'ils savaient très bien, tu lèves ta main ou tu nous maltraites. Ouais, à l'âge qu'on avait, ouais, on était en pleine force de l'âge, je suis désolé pour toi, on aurait peut-être réagi d'une certaine manière. Donc là, en l'occurrence, ça nous a permis de... Beaucoup de gens ont commencé à beaucoup à parler de nous, du MIB. Ouais. Il y en a même, des fois, je suis étonné, je suis dans des trains, machin, et je parle avec les mecs pour vous raconter une anecdote vite fait, elle est belle raf. Un jeune de Bourges, là où il y a le festival, où il y a le grand festival de musique, tout ça, à Bourges, qui habite un quartier, on a un mec qui habite ici, qui habite à Nanterre, qui me dit voilà, j'ai un copain, il s'appelle comme ça, il est victime de la double peine, il y a le préfet, il lui a mis un arrêté et tout. Donc, on décide de s'organiser avec eux. Je donne le quartier à Bourges, il s'appelle la Chancellerie. Ça, ils disent pas que c'est un mytho. Voilà, Chancellerie, les gars. Et à un moment, pour défendre ce jeune-là, ils décident de bloquer les trains à la gare de Bourges. Et l'action qu'ils ont fait, c'est assez marrant parce que faut savoir qu'on a fait une manifestation dans cette ville. Et des frangines qui travaillaient dans des boutiques nous ont dit, Nordine, tu sais, il y a des policiers qui passent,
et qui disent que vous allez tout casser. Mais pour information, nous n'avons jamais rien cassé dans nos manifestations. Rien. Et celui qui pensait venir casser quand on avait fait des manifestations, notre service, entre parenthèses d'ordre, il est très, très, très à la hauteur de si quelqu'un voulait penser qu'il pouvait venir s'amuser alors que les gens sont en train d'essayer de défendre leurs droits. Pour nous, Ah, c'était bien sûr. important que les choses C'est soient carrées, l'image. que les familles qui viennent manifester, elles soient sécurisées, qu'elles aient pas peur de manifester. Mm. Parce que eux, ils pourraient se servir de ça pour, euh, pour organiser leur répression. Et moi, ce que je sais, c'est que il y a des familles, si il y a des troubles, elles auront peur de revenir. Bien sûr. Donc, on a tout fait pour que ce soit carré. Hein. Donc, le MIB, voilà, on a défendu, je sais pas, on peut parler de l'affaire Youssef Kaïf. On peut parler de l'affaire Wahid Hachichi, c'est à Lyon, Bardel Barka, Thomas Claudio, l'affaire Zouaoui Ben Mabrouk, Montrouge. On peut parler de... Tu m'en as parlé tout à l'heure de Malikou Sekine. On peut parler de euh, Toufik Ouanes, Abdel Ben Yahya, Nordine Mechta à Lyon, euh, Hakim Adjini, Adama Traoré, Lamine Dieng, Makomé, et plein d'autres. Vraiment, dans ces cas-là, on s'est mobilisé avec les gens, tout ça, euh, pour faire en sorte que ça se reproduise pas. Tu vois, et que ceux qui sont en face sachent que s'ils commettent des actes comme ça, on les lâchera pas. Mm. On est déterminé à ce que justice soit rendue. Et malheureusement, souvent, quand il y a des policiers qui sont impliqués, hein, comme dans l'affaire de Naël, hein, il n'y a pas de légitime défense, pas inventé. Tous les policiers pouvaient faire des calipettes, l'angimas si vous voulez, mais il n'y a pas de légitime défense. Il n'était pas en danger, il n'y avait rien. Ouelou, rien, zéro. Donc, il n'avait pas à tirer. Voilà. Et j'ai appris en plus de ça que ce monsieur avait été en Afghanistan. Pour un mec qui a été en Afghanistan en tant que soldat, faire un truc comme ça, mais je sais pas, il est où le, il était, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a tué un gamin de 17 ans? Et c'est là où je me pose des questions. Si ça aurait été quelqu'un d'autre, d'une autre origine dans la voiture, est-ce qu'il aurait tiré? C'est là où je suis, parce que c'est pas loin de chez moi, donc je sors, je vais regarder, je vois la maman que je connais. C'est quelqu'un que j'ai vu pousser. Ouais. Les tontons, je les connais. Tu vois, parce que comme j'ai habité à Suresnes avec les parents, eh ben, les tontons, je les ai connus, la maman, la grand-mère, Ouais. je les ai vus grandir. Donc, moi, voir ça et voir la grand-mère en direct, en train de dire non, ouais. Tu vois, j'ai dit, vas-y, Nordine. J'ai été là, j'ai vu qui c'était, donc là, j'ai compris que c'était. Et on découvre tout de suite que le mec, il a essayé de donner une version qui était une version pipée. Donc ça, jusqu'à bon, nous, on n'existe plus à ce moment-là, mais bon, comme c'est un endroit, c'est là où où je vis, donc on a agi aussi avec les copains pour que pour que la manif se passe bien, qu'il y ait une banderole, Ouais. voilà. Mais entre les années 90, les années 80, début des années 2000, Bah, déjà, tu peux nous parler de comment s'est déroulé le passage chez Mireille Dumas. ah, tu parles de le, C'était 92, je pense. ben ouais, 92, il y avait sur le plateau, il y avait le mec de SOS Racisme, là. Euh, j'ai oublié son prénom, mais bon, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Ben, avec Mireille Dumas, on m'a contacté. Bon, je sais pas suite à quelle émission vous avez fait.
Donc j'ai parlé de ce que j'ai parlé, ce que j'avais sur le cœur. Hein. Ce que j'avais sur le cœur, c'est un fort sentiment d'injustice, un fort sentiment que les grands dans les quartiers ils pourraient se réveiller aussi. Mm. Il fallait agir, qu'on ne respecte pas beaucoup. Bah, je conseille aux gens de Regarder. le Ouais, film, c'est hein. ça, exactement. Elle en a fait un deuxième, vous savez. Ouais, avec Voilà. T'en retrouver. Elle m'a retrouvé, ouais. Mais elle est elle est gentille. Ouais. Et c'est une journaliste. Hein, c'est pas ce qu'on a sur CNews, ou BFM ou LCI aujourd'hui. Mm. C'est pas des journalistes, c'est des militants. Voilà, des militants d'une cause qui aiment bien faire l'injustice aux gens, quoi. Mireille Dumas, ouais, c'est assez. Pour moi, c'est quelque chose qui, en regardant, parce que souvent les gens, quand tu fais des trucs comme ça, moi je regarde pas. Ouais. Je regarde pas, je vous jure, hein, c'est assez bizarre. Voilà, je sais pas, je suis comme ça, je regarde pas. Mais quand je regarde là, quand je regarde les extraits, qu'il y a machin, je me dis, waouh, waouh, waouh. Un mec, il me dit, ah, beau gosse, ça, tout ça. Il dit, waouh, bah ouais, je dis, il y a un mec de la montagne, une fille des plaines, qu'est-ce que tu veux? Ouais, exactement. Un beau mélange. Parler à mes parents, je leur rends hommage. Donc, Et après, les années 90, on rentre dans les années 2000. T'as quoi que ça a ben, été? dans les années 90, tu vois, on peut parler. Il y a une émission que j'avais aimée, c'est l'émission La Marche du siècle, Avec qui? avec Cavada. Ouais. Il faut regarder ça sur l'INA, faut arriver à la trouver. Mais quel Yes. invité? Ben, Parce quel que chaque invité? fois, il y avait toujours des invités. Éric Raoult, ministre de la Ville à l'époque. D'accord. Il nous a dit, vous avez la haine, hein? Il a dit, ah non, on n'a pas la haine. Moi, je lui ai dit, nous, on n'a pas plus la haine que ceux qui tirent des balles derrière la tête des gens. Ouais. Alors, moi, j'ai pris la vie à personne, mon ami. Mm. Ouais, nous, on n'a pris la vie à personne, donc je suis désolé, on n'a pas la haine. Mm. Ah, c'est vous qui avez la haine. Quand vous entendez à la télé, ils voulaient tuer des policiers, ils voulaient absolument se payer des policiers. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À quel endroit il y a un policier qui est mort dans mon quartier? Vas-y, dis-moi. Moi, j'en connais pas personne. Ben oui, c'est pas que tu ne connais pas, c'est que heureusement, il n'y en a pas. Ah, bah oui. Heureusement, il n'y en a pas. Mm. Et tant mieux qu'il n'y en ait pas. Mm. Tu vois, et je ne fais pas la fête. Une fois, je me suis fait arrêter. Une fois, je me suis fait arrêter parce qu'il y a un jeune derrière moi qui a dit attention aux platanes. Quelque temps avant, il y avait eu un événement sur les quais qui va vers Clichy, quai de Seine, où il y a des policiers, où il y a eu un drame humain, où il y a des policiers qui ont heurté en poursuivant un jeune en scooter, un livreur de je sais pas quoi. Ouais. Hop, ils ont heurté un arbre, la voiture elle a pris feu, ils en sont morts. D'accord. Mais moi, j'ai pas fait la fête. Ouais. Et le mec, il dit, le policier qui vient vers moi, il me dit, je lui dis, mais comment vous... Il me dit, j'ai reconnu votre voix. Waouh! J'ai dit, il a reconnu ma voix. Il me connaît, quoi. Ouais. Quelqu'un qui me connaît, parce que si tu connais ma voix, c'est que tu me connais. Et le pire, c'est que j'ai jamais, wallah, j'ai rien dit. J'ai rien dit ce jour-là. Ouais. C'est un jeune que je connais, quand on a parlé, je me suis fait arrêter. Ah ouais. Et le policier, il m'emmène au commissariat où certains, ils m'insultent. D'accord. Attends, Ouais. j'ai 50 ans, un gars, une cinquantaine d'années. Tu vois, même une bonne quarantaine d'années. Tu m'insultes comme ça? Alors vous dites les petits machins dans les vous continuez comme avant. Mm. Hein? Alors, la tapette, alors, plein de gros mots, hein? Ouais. Ah oui, eux, quand ils sont dans le commissariat, certains, ils s'éclatent, hein? Ah oui, ils parlent très mal. Donc, je me suis retrouvé comme ça, je me retrouve au tribunal de Puteaux. Moi, qu'est-ce que je fais avant? Je demande la lecture de mon casier judiciaire à un magistrat. Il faut savoir qu'on a le droit, en tant que citoyen, au-delà de demander un casier judiciaire à la sous-direction à Rézé, tu as le droit de demander la lecture de ton casier à un magistrat. Tu vas au tribunal et tu demandes au greffe, et un jour on t'appelle, on te donne un rendez-vous, et tu vas, et tu as un magistrat qui est en face de toi, et qui te dit ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Ok. Et moi, quand je l'ai vu, il m'a dit, ça va, monsieur, il n'y a rien. Je lui ai dit, il n'y a rien. C'est ce que je pensais, tu vois. Ouais. J'ai rien. Et ça, il le transmet directement au mec du tribunal, au Ok. président du tribunal. Et quand je passe,
Le mec, il me dit, mais monsieur, vous faites une autre opinion de la justice. Ah ouais. Helt. Voilà, j'étais comme ça, j'étais agréablement surpris. Hein? Ouais. Le mec, il me dit, vous faites une autre opinion de la justice. Et, et l'avocat du mec, il commence à raconter l'histoire. Il faut savoir que le ministère public, dans les chambres comme ça, c'est un commissaire de police. Ok. Ouais. Je sais pas, il a cru que j'étais riche. Il est venu pour demander de l'argent. Genre, il a demandé de l'argent et moi, j'ai dit au juge, monsieur le juge, moi, mon argent, c'est pour ma famille. Ouais. C'est pour payer mon loyer. C'est pour payer, voilà, c'est pour ça que je travaille, pas pour, voilà. Ouais. Et le mec, il me dit, vous faites une autre idée de la justice, monsieur. J'étais, ok. Alors, il demande au policier, il demande on va dire au procureur, là, en l'occurrence, au commissaire, machin, hein, je demande une amende de 300 ou 400 à l'époque. Franc. En euros. Non, En euros. Ok. Ouais. Il devait être à la rue, le pauvre. Ouais. Donc, que fait monsieur le président du tribunal? Le policier, il est où? Le policier qui a porté plainte, il est où? Ah, il n'est pas là? Ah, il n'est pas là? Ah, il n'est pas là. Donc, son avocat, il savait pas comment faire. Donc, là, j'interviens, je lui dis ce que je t'ai dit tout à l'heure, monsieur, moi, je vis, c'est pour ma famille, j'ai pas de truc spécial, je te le jure, peut-être, allez. 1 minute après, il m'a dit, c'est bon, monsieur, relaxez, Ouais. y a rien, allez. Et il a dit au commissaire, il lui a dit, quand on respecte la justice, on se présente. Ah ouais. On se présente parce que c'est des magistrats désignés comme ça, qui sont comme des personnalités ou des gens qui ont été dans ces domaines-là. Ouais. Et moi, il m'a touché en vrai. C'est la première fois où je fais un truc. Ouais. Il m'a touché. Je me suis dit, enfin. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, le mec, il voit bien quel âge que j'ai et que j'ai pas, Ouais, bah oui. c'est pas, je leur donne pas à manger comme ça, quoi. Des fois, quand je vois des mecs parler, je leur dis, c'est pas la peine de parler. Parce que quand tu vas te retrouver au comico, tu vas être dégoûté. Ils vont bien t'insulter parce que tu t'amuses à. Donc, j'ai l'habitude de ça, de la manière dont les choses se passent. Ouais. Donc, voilà. Et les années 2000, maintenant, passons aux années 2000. Les années 2000, eh ben. C'est là qu'il y a eu le 2005. Ben, il y a eu les années 2000, tu as eu, pour nous, tu as eu la possibilité pour les gens de pouvoir faire des recours auprès. Il y a eu des modifications au Ouais. niveau de la double peine. Il faut le savoir, c'est en 2003. Octobre ou novembre 2003. Ok. Voilà, donc, ouais. Une Ouais, belle c'est une avancée. année. Bah ouais, les gens, les socialistes, oui, mais vous n'avez pas vraiment gagné, hein, parce que. Je disais, mais déjà, vous l'avez pas fait. Vous n'avez pas modifié la loi. Déjà, vous l'avez. Et c'est des gens de droite qui ont modifié la loi. Même pour les malades étrangers, c'est des gens de droite. De quoi vous parlez, quoi? À aucun moment, vous voulez faire croire que vous faites avancer les droits de l'homme, ouais, ou rien. Parce que je suis désolé. Debré, c'est un mec de droite. Celui qui est décédé, là. Ouais. Il n'y a pas longtemps. Je suis désolé. Étienne Pinte, je pense que c'est un mec un peu centriste, surtout humain, tout ça, qui a appuyé. Et attends, qui est-ce qui était président à ce moment-là? C'est Sarko. Ouais. Moi, je regarde pas par rapport à moi. Je regarde par rapport aux familles que ça a pu toucher, à qui ça a pu permettre de se libérer de ça, de Bien pouvoir sûr. retrouver une vie normale. Tu vois, c'est de ça que je parle, là. On a eu aussi des filles, des fois, qui ont été victimes de la double peine. D'accord. Ah oui, bah, parce qu'elles se retrouvaient dans des histoires de schnouf, de machin, elles aussi. Certaines se sont retrouvées dans voilà, et après, pendant tout ça, on a fait plein, des fois, des réunions entre nous, nationales, à Vanvelin, au Minguette, à Marseille, à Montpellier, où ça, à Strasbourg, et puis en banlieue parisienne.
à Nanterre, pas mal. Mm. Surtout au moment où j'ai été élu, tu vois, à la ville. Ouais. Ça me permettait d'avoir la possibilité de pouvoir permettre aux gens de se retrouver, de se rencontrer, de pouvoir échanger sans être obligé de courber la tête pour avoir une salle ou, tu vois, Ouais. c'était des trucs, voilà. Je me servais de mes prérogatives Mm. pour faire en sorte que les gens ils puissent avoir, ouais. Donc, ouais, début en 2005, comme je te disais tout à l'heure, l'affaire de Clichy-sous-Bois, moi j'ai passé des années, dans les années 70, dans la famille qui habitait au Bois du Temple. Mm. Et avant d'habiter au Bois du Temple, ils habitaient à Livry-Gargan, vers Frainville, pour ceux qui connaissent. Et, ils habitaient au Bois du Temple. C'est à côté ils habitaient, excuse-moi, au Royer. C'était à côté du Bois du Temple. Et les neveux, ils ont été à l'école là-bas. C'est mes neveux qui ont grandi là-bas. Certains, ils connaissaient les jeunes, là, qui Zia Debouna. Ouais. Donc, ils connaissaient même leur grand frère, certains, je pense à mes neveux, tu vois. Donc, ouais, bah, ça a été dramatique, encore une fois. Sous prétexte, soi-disant, qu'ils voulaient voler dans un cabanon. Il y a quoi à voler là-dedans? On est dans un truc de chantier. Hein? Des gamins en panique, ils rentrent dans un truc d'électricité. Ils en sont jamais ressortis, quoi. Hein? Et comme par hasard, la course-poursuite n'a pas été... tu vois, le matériel a été défaillant. L'enregistrement a été défaillant. Ah, d'accord. Ouais, ouais, c'est triste de travailler dans la police dans des conditions pareilles. Matériel défaillant, c'est-à-dire que les enregistrements, parce qu'ils s'enregistrent par rapport, hein, et ben ça marche mal, on entend mal, ou t'arrives dans des quartiers, t'es dans une gang, un mec qui se fait taper et défoncer par des condés, les caméras ce jour-là elles marchent pas. T'as plein d'affaires comme ça, où t'as des vidéos, des machins, qui marchent pas. Sauf qu'aujourd'hui, à la différence d'hier, c'est qu'il y a les téléphones portables, tout ça, et il y a des gens, surtout, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités et qui filment. Et qui filment, parce que ça aussi, on peut dire, ouais, c'est machin, mais faut le faire. Ouais, c'est vrai. Eh oui, faut le faire, faut être courageux. Parce que les gens que tu es en train de filmer, en train de faire un truc de non-loi, de pas respecter les gens, s'ils te voient et qu'ils savent que ça peut servir contre eux, à mon avis, tu peux avoir des problèmes, quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, donc ça a évolué. Moi, l'affaire de Ziad Ebouna, j'ai dit à des gens là-bas, parce que des fois, les gens, ils ont l'impression d'inventer le fil à couper le beurre. Oui, il va y avoir la justice. Ah bon? Il va y avoir la justice? Ah bon? Écoutez-nous, on va vous parler. Hein? Il n'y aura pas la justice. Il n'y aura pas la justice dans cette affaire-là, gars. Hein? Il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Parce que ce soit certains qu'on a vu beaucoup à la télé se la ramener, ils auraient dû continuer à défendre correctement les gens, au lieu de penser à leur avenir et à leur place. Tu vois, parce que le problème, c'est que les gens, ils mélangent tout. Entre leur avenir personnel et leurs ambitions personnelles et ce qui se passe, quoi. Ils veulent jouer les intermédiaires entre la famille, hein, au lieu d'être à côté de la famille. Ils veulent être, eux, devant la famille pour parler à sa place. Et heureusement que la famille, dedans, il y a des gens qui, voilà, qui sont lucides et qui savent. Tu vois? Il y en a, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, là-bas, à Clichy-sous-Bois, vers le Chêne Pointu, quand j'étais jeune, dans les années 70, je tapais le foot là-bas. Et s'il y en a qui veulent venir, il y avait même un endroit, là où il y a le commissariat d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le commissariat, on joue au foot là. Et juste en face, tu avais un endroit où on dressait les chiens. Tu vois, un truc de dressage de chiens, tout ça. Donc, c'est un endroit où j'ai passé quand même du temps. Donc, en voyant ça à la télé, et surtout le bloc électrique, bien sûr, le renvoi, il est vers le stade en bas. Et ça m'est resté dans la tête, tu vois, de penser que des gamins en plein ramadan, alors qu'ils savent très bien que si tu fais le ramadan et tu vas faire une connerie ou un vol ou un machin, c'est pareil, ta bouffe, tu l'as, voilà, ton ramadan, il est mort, tu vois. Et ben, on a essayé de les faire passer pour des délinquants. Et à chaque fois, c'est comme ça. Chaque affaire dans toutes ces années-là, on a toujours essayé de salir les gens, leur mémoire, leur famille, hein.
Et que si t'as pas de vraie mobilisation, si les gens ils sont pas mobilisés. D'ailleurs, il y a une des manifs qui m'a fait très chaud au cœur. C'est quand il y a eu le truc avec Hassan Traoré à Paris, où tu as eu des milliers de personnes. C'est ça qu'il doit y avoir à chaque procès. Faut qu'il y ait des milliers de personnes. Pour qu'on comprenne qu'un être humain, c'est un être humain et qu'on doit le respecter en tant que tel. Et qu'on peut pas ôter la vie comme ça sans respecter les gens, quoi. Tandis que là, on prend la vie à des jeunes et on essaye après de jeter le discrédit sur eux, de les salir. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme s'ils mouraient une deuxième fois. Tu vois? Ils ont rien volé, il y a Walou, rien. Mais sauf que pour rendre tout ça plausible, eh ben on va dire qu'ils ont volé. Faut qu'il y ait un scénario. Tu vois, et on crée un scénario pourri, un peu comme on a vu à Nanterre, où s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait filmé, eh ben la personne mise en cause, elle avait déjà inventé une histoire avec d'autres gens qui sont inventeurs d'histoires. Ouais, voilà. Pour arriver à accréditer leurs 13 et valider le fait qu'ils étaient en danger. Alors qu'il n'y avait aucun danger direct, tu vois. Et je suis comme tous les gens. Il faut de l'ordre, il faut qu'il y ait de la police. Mais il faut pas déconner, quoi. Les policiers, ils peuvent pas être en train de courir après des gamins. Faut qu'il y ait plus de travailleurs sociaux dans les quartiers, des gens qui tiennent la route. Tout à l'heure, on parlait, moi, je travaillais dans la rue, je suis désolé, les gamins, quand ils sont virés de l'école, tu les vois souvent devant les collèges ou les lycées où ils sont. Donc, tu peux faire un certain travail si on met vraiment les moyens. Hein? Je te donne un exemple, premier mandat, je voyais l'arrivée des portables, tout ça, je disais au maire de Nanterre, je disais, moi, ça m'intéresserait d'intervenir dans les lycées et collèges pour parler des portables, de ce que ça entraîne. Et la preuve en est aujourd'hui. Ouais. Toutes les histoires que je vois, tu sais, je suis un peu comme mon père des fois. Je le voyais, il se serrait les dents par colère, par dépit. Là, c'est par dépit. Parce que je vois que les mecs, soi-disant, ils ont fait des trucs. Quand tu penses à des trucs qui sont bien, si t'as pas les moyens de les mettre en place et de te battre pour qu'ils soient en place, eh ben, d'autres, ils les feront pas. Ouais. Tu vois, moi, je voulais intervenir, parler avec les enfants, parler avec les jeunes, comme je fais dans mon quartier. Si tu vois les petits dans le quartier, tu vas me dire, mais Nordine, c'est quoi? Ben, depuis qu'ils sont gamins, je dis bonjour, je dis bonsoir, je dis machin, comment ça va, l'école, les trucs. Ce qui fait qu'ils entendent quand je leur parle. Ils entendent. Pourquoi? Parce que je leur parle aussi avec beaucoup de respect. Tu vois? Et que je les aime tels qu'ils sont. Et qu'ils ont pas, tu vois, et que je les respecte. Tu vois, mais il faut les respecter. Tu vois, et les gens, ils sont pas, c'est pas de la boue, c'est pas, ça doit pas être j'allais dire de la charac. Non, non, quoi, c'est pas un truc qu'on doit donner à la police. Je t'aurais eu un petit truc vite fait, je travaillais à un moment à la poste et je devais me lever très tôt le matin. Donc je sortais de la maison vers 5 heures du matin. Et mon fils était dehors, lui, il est jamais sur le secteur. Il travaillait dans le milieu des chevaux. Il a fait une formation là-dedans. Bon, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens des quartiers là-dedans. Bon, ok. Mais c'est lui qui voulait le faire, donc il en assume. Il était à Rambouillet. Ce soir-là, ils avaient été faire du karting. Le truc, il est ouvert tard. Donc je le vois, il est arrivé, il est en bas, mais je sais pas qu'il est en bas, moi. Je descends, je vais au travail. D'un coup, j'entends un coup de klaxon. Mon fils, il ouvre sa fenêtre et dans sa voix, je sens l'hagra. Je sens qu'on lui a fait un truc de chien. Qu'on lui a fait un gros truc de chien. C'est le père de l'Hurluberlu qui parle. Comme ils n'avaient pas de sabab, de raison pour l'interpeller, comme il était tout seul, ils ont dit qu'il a brûlé le feu. C'était un motif d'interpellation. Ils l'ont interpellé. Ils ont regardé dans le coffre. Il n'y a rien, Walou. Rien. Et le mec, il se permet de le vanner. Hein, le mec qui vient de la campagne, ou de je sais pas où dans le sud-ouest, et qui pense qu'en banlieue parisienne, il peut se permettre de parler comme ça. Hein, l'Hurluberlu qui a parlé de mon fils. Hein, on nous envoie des gens qui viennent de je sais pas où, qui pensent qu'ils ont des droits sur nous. Pour que mon fils
subissent une hagra pareille, parce que les 4 points, parce que tu crames un feu, t'as l'amende, plus t'as 4 points en moins. Ouais. Et il venait juste d'avoir son permis. Est-ce qu'il est normal? Tu vois, lui, c'est mon fils. Mais il y en a combien qui subissent des trucs comme ça? Regarde, c'est l'arbitraire, je te jure. Dans sa voix, j'ai entendu hagra. Ça m'a... Je t'en parle, mais ça m'a... Ouais, ça t'a touché. Ah, mais ça m'énerve, parce que je pense à tous ceux à qui ça arrive, tu vois, et qu'ils ont personne, tu vois. Moi, je lui ai dit, fais un recours, fais ça. Et en fin de compte, le préfet, qu'est-ce qu'il dit? Il faut payer et après vous faites... Merci, monsieur le préfet. Et après, ils vont venir à la télé dire, ils n'aiment pas la police, ils n'aiment pas... Ils n'ont pas à vous aimer, hein. Vous, c'est vous aussi, vous n'avez pas à les aimer. Vous faites la... Vous êtes ce qu'on appelle les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre. Donc voilà, c'est tout. Faites votre travail normalement. Il n'y a rien de spécial. Hein. Donc on vous demande pas en particulier. Et à chaque fois, là, j'ai l'impression, ces années-là, qu'on revient 40 ans en arrière. On revient à la période de Stirbois, matin, avec la montée de l'extrême droite. Ouais. Tu vois, et aujourd'hui, toutes les mentalités avec les chaînes qu'il y a, tout ça, c'est phénoménal. Écoute, merci beaucoup Nordine, on arrive à la fin. Je vais te laisser le mot de la fin. D'accord, le mot de la fin. À ceux qui nous regardent. Le mot de la fin, je l'adresse à Rima Hassan et à tous ceux qui ont fait l'initiative du bateau pour la Palestine. Greta Thunberg, c'est ça? Ouais. Ouais. Et les autres qui ont été interpellés par l'armée israélienne dans les eaux internationales. Je voudrais dire toute ma solidarité au peuple palestinien. Et je pense que ce qui se passe là-bas, le génocide qui a eu lieu et qui se poursuit, il faudrait qu'à un moment ou à un autre, que notre pays se positionne normalement, en arrêtant de livrer des armes à Israël, en arrêtant de criminaliser les militants. Hein. Nous, quand on manifeste, c'est pour demander l'arrêt du génocide. On n'est pas en train d'appeler au meurtre. Hein. On est en train d'appeler à la justice. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a tout un mouvement de lobbyisme, de lobby, hein, qui soutient de manière les yeux fermés le gouvernement israélien, quel que soit ce qu'il fait. Hein. Et des milliers d'enfants ont été tués, hein, des mères, des pères. Hein. On a rasé Gaza, hein, et on nous demande à nous, hein, de ne pas avoir de positionnement. On dit aux étudiants de ne pas manifester. Hein. Alors on dit qu'on importe le problème palestinien en France, on n'importe rien. Hein. C'est notre humanité qui va vers eux, parce que vous en avez plus. Hein. Nous, c'est notre conscience qui nous dit qu'il faut qu'on soit solidaire avec eux. Pas parce que ça serait des Palestiniens, mais parce qu'ils subissent un génocide. Et c'est pas d'aujourd'hui. Depuis 1948, les Palestiniens vivent dans des camps. À Jenin, Ramallah, Toukarem et plein d'autres, où ils sont contrôlés, hein, par l'armée israélienne. Donc, si j'ai quelque chose à dire pour conclure, Free Palestine, Palestine libre, Palestine Arabie. C'est pas, voilà, c'est pas aux racistes, à l'extrême droite israélienne de choisir pour le peuple palestinien. Pendant qu'ils sont en train de faire le carnage à Gaza, ils sont en train de construire des colonies en Cisjordanie, hein, avec les colons, pour rendre encore plus petite la Palestine. Voilà. Je voudrais rendre hommage à tous les Palestiniens qui sont partis, qui nous ont quittés, qui ont été assassinés par l'armée israélienne. Free Palestine.